Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct avec un homme qu'on a vu ces derniers temps très peu sur les médias, sur la place de Paris, ce monsieur Henri Blaise Nzonza. Bonjour. Bonjour. Alors Henri Blaise Nzonza, vous êtes en fait le patron de l'APACO. L'APACO, c'est l'association des amis de Parfait Kolela. Vous êtes aussi depuis quelques mois, depuis le mois de mars ou avril, je pense, déjà le secrétaire à l'information de l'UDH-UKI, le parti présidé par Parfait Kolela. Alors, vous comprenez donc l'impatience et surtout la patience des gens qui ont voulu vous entendre depuis que vous avez été au cœur de l'actualité. Déjà, Henri Blaise Nzonza, vous étiez à Brazzaville, vous êtes rentré il y a quelques mois. Comment ça s'est passé là-bas du côté de Brazzaville? Il faut quand même savoir qu'à Brazzaville, vous avez eu 3 grands moments. Déjà, entre mars et juillet, le congrès de UKI, puisque UKI était plus ou moins existant, mais je dirais sans avoir une existence légale, ce qui a été fait par le congrès. Il y a eu le conseil national où on a installé les institutions et les législatives. On va revenir sur tous ces moments d'abord. Qu'est-ce qui avait motivé votre séjour à Brazzaville qui a quand même duré 9 mois? Comme vous avez pu le dire, je suis président de l'APACO, l'association des amis de Parfait Kolela, une association que nous avons créée à Paris au mois d'août 2015. Nous avons accompagné le président Parfait Kolela dans son combat pour les élections présidentielles de 2016. Après cette élection, il était question, on s'est accordé avec le président Parfait pour que je fasse un tour à Brazza pour voir comment ensemble on pouvait continuer à travailler, apporter ma pierre à l'édifice pour la construction d'abord du nouveau parti, de l'UDH-UKI, qui a tenu son congrès en mars 2017. Et puis, 2 mois après, 1 mois un peu plus tôt, en avril, nous avons tenu le conseil national de ce parti qui a mis en place toutes les structures de l'UDH-UKI. Et puis, effectivement, au mois de juillet 2017, nous avons participé aux législatives qui ont donné 9 députés au niveau de l'UDH-UKI. Alors, est-ce que votre présence était nécessaire du côté de Brazzaville? Oui, ma présence était nécessaire. Sinon, on ne m'aurait pas confié le rôle de charger l'information et la communication multimédia. Ouais. Mon rôle a été nécessaire parce que j'ai toujours travaillé avec le président Parfait, je l'ai toujours soutenu. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été honoré d'occuper ce poste. Alors, on va aller directement au vif du sujet. Henri Blaise Nzonza, ce congrès qui va être organisé au mois de mars, entre-temps, Kolela Parfait est quasiment accusé de tout. Dans quel état d'esprit organise-t-il ce congrès? Est-ce qu'il est serein ou bien il se dit, moi je dois démontrer aux autres que je suis un grand leader, il faut que ce parti, puisqu'il avait déjà du mal en fait à le faire reconnaître légalement, il faut que ce parti arrive jusqu'au bout, que ce congrès se tienne, comme ça les autres en face vont bien comprendre que moi aussi je suis un leader et malgré le fait que le MCDDI est parti du côté de son frère, il pouvait toujours continuer à exister en tant que leader politique. Effectivement, vous savez que le président Parfait, avant il était secrétaire général du MCDDI, mais le parti lui avait été ravi, il s'est présenté à l'élection présidentielle en tant qu'indépendant. Donc après, vous savez que ce n'est pas facile de continuer un combat politique sans que vous ayez une structure politique. Donc je crois que c'est ce qui a animé, d'abord, partant de l'élection présidentielle avec tout ce qu'il a eu comme vote, comme adhésion populaire. Il a jugé bon, avec nous autres qui l'accompagnons, nous avons jugé bon de mettre en place une structure politique et nous avons mis en place l'UDH-UKI. Et c'était pas pour démontrer aux autres que finalement lui aussi pouvait continuer à exister, même si le MCDDI avait été donné aux mains de son frère? Non, le but, ce n'est pas de montrer quoi que ce soit aux autres. Le but, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du pays. Parfait Kolela, c'est un leader politique très important dans notre pays qui a pensé qu'il fallait qu'il ait un instrument de combat politique propre à lui. Parce que le MCD, lui étant ravi, il a été donné à son petit frère Landé Kolela. Donc, il fallait qu'il ait un outil d'instrument politique. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà, ce que vous avez fait, on a bien vu. Alors, il y a eu le Conseil national au mois d'avril, mais finalement, on a l'impression qu'on prend les mêmes mots et recommence, en fait. C'est-à-dire que toute l'équipe qui était déjà avec Kolela du côté de MCDI, ceux qui nous sont restés fidèles, oui, sont revenus, en fait, dans le UKI. Et surtout, des nouveaux, on n'en a pas vu beaucoup, notamment ici, au sein de la diaspora, en dehors de vous-même. Non, monsieur Simakoso, vous vous trompez. C'est bien le contraire. C'est bien le contraire. La composition actuelle de l'UDH-UKI, que ce soit dans sa composition que dans son fonctionnement, c'est carrément différent de ce qui était le MCDD, même dans sa composition. Aujourd'hui, au sein de l'UDH, vous avez un président, vous avez une présidence, et puis vous avez 4 vice-présidences. Ce qui n'était pas au MCDD. C'était pas, aucun parti politique congolais ne fonctionne comme l'UDH. Oui. Donc, en se basant sur son projet de société où il parlait de la création de 4 provinces,
Donc, dans chaque province, nous avons mis en place un vice-président. Donc, en fonction du programme qu'il avait pendant la présidentielle. Oui, le programme qu'il avait pendant la présidentielle, avec la création de 4 provinces. Donc, les 4 provinces, dans chaque province, il y a un vice-président dans chaque province. Donc, le littoral, un vice-président. L'Équateur, un vice-président. La province de Mbé, un vice-président. La présidence du Congo central, un vice-président. Donc, c'est carrément une structuration vraiment atypique qu'on n'a jamais vue. Voilà, une structuration atypique et on voit quand même, ce qui est assez bizarre, c'est que tous les candidats yukistes pendant les législatives de juillet dernier étaient des indépendants. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne nous a pas encore délivré un récépissé définitif. Et vous l'avez maintenant? Normalement, nous sommes sur le point de l'avoir. Parce que la loi dit quoi? La loi dit qu'au bout de 6 mois, lorsque vous n'avez pas la réponse du ministère de l'Intérieur, vous devenez automatiquement un parti politique. Avant, c'était 3 mois. Mais curieusement, on ne sait pas pour quelles raisons, ça a été rallongé de 6 mois. Alors, on est quand même surpris que vous ne l'ayez pas, puisque Parfait connaît quand même tous ces gens qui signent aujourd'hui un boulot. Je pense que ça doit être un frère ou un grand frère, peut-être un père pour lui. Donc ça signifie, on est un peu surpris qu'il n'ait pas ce récépissé-là le plus rapidement possible. Et quand vous dites Parfait connaît, qu'est-ce que vous insinuez? Enfin, mais il était membre du gouvernement avec lui, donc oui, bon, je pense que quelque part, il a quand même ses entrées. Il était membre du gouvernement, il en est sorti. Donc c'est pas forcément un frère. En plus, nous on attend, le délai de 6 mois devait expirer la fin de ce mois. Oui. Donc logiquement, le récépissé devait... Donc ça signifie qu'à partir du 1er novembre, pardon, vous pouvez déjà déclarer aujourd'hui l'UDH Yuki parti officiel au Congo. Mais on va voir, on en observe d'abord ce que l'administration va décider, puis elle est encore dans le temps. Alors, il faut quand même dire, Henri Blaise Zonza, ce qui est intéressant avec Parfait Kolela, c'est que même absent, il occupe toujours en fait le devant de la scène. On va revenir sur des moments très importants pour bien comprendre aujourd'hui pourquoi il y a une fixation sur Parfait Kolela. D'abord, pour vous, pourquoi aujourd'hui les Congolais, notamment ceux de la diaspora, ont une fixation sur la personne Parfait Kolela? Les Congolais sur la diaspora, souvent, c'est nombreux, c'est par méchanceté. Alors, tout de suite, méchanceté, c'est un leader politique, c'est une façon de parler. Nombreux, c'est par méchanceté. Une grosse part, c'est par naïveté aussi. Et puis, bon, il y en a peut-être qui n'ont pas les informations qu'il faut. Oui. Mais en tout cas, il y a nombreux qui le font par méchanceté. Alors, oublions la méchanceté, revenons sur l'homme politique directement. Oui. On peut ou ne pas l'aimer, mais au moins, on sait aujourd'hui, Parfait Kolela, pour beaucoup d'observateurs, il a été le vainqueur, notamment, je pense, dès l'élection présidentielle, pour certains. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, les gens puissent l'en vouloir du fait qu'il n'ait pas, non seulement reconnu sa propre victoire, mais ensuite qu'il n'ait rien dit pour réclamer cette victoire, Henri Blaise Zonza? Mais mon cher, je crois que les gens le disent à tort. Donc il a échoué en fait. Aujourd'hui, vous nous dites officiellement que Parfait Kolela était peut-être 2e ou 3e, mais c'est Sassou Nguesso le vainqueur. Non, le problème, c'est pas cela. Allez-y, mais dites-nous c'est quoi le problème. Vous dites que Parfait est sorti premier. D'accord. Enfin, c'est un peu en fonction des cuisines. Selon le résultat publié par la commission technique électorale de l'opposition, il était premier suivi de Mokoko. Certains disent c'est Mokoko, après Kolela. Le problème, les chiffres, je crois que ce n'est pas très important, ça soit encore au président, donc c'est un débat, je crois, de chiffonnier. Ça, c'est très important. Le problème, c'est lequel? Aujourd'hui, il y a eu le Conseil constitutionnel qui a eu à trancher. Vous savez, la décision du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Parfait Kolela avait prévu. Parfait Kolela, il avait prévu que quel que soit le résultat, s'il faut contester le résultat, il le ferait par le truchement du Conseil constitutionnel. Oui. Il avait dit bien avant l'élection présidentielle. Tous les leaders de l'opposition, de l'IDC Foka, tous les autres candidats, Mokoko, Mounari, Sassimi Bialo, Kombi, étaient au courant de la stratégie de Parfait Kolela. Donc les gens n'ont pas été surpris qu'ils saisissent le Conseil constitutionnel. Moi, les gens oublient que Mokoko devait saisir le Conseil constitutionnel aussi. Les gens font semblant. Enfin, mais Parfait Kolela avait déjà dit, s'il était débouté, qu'il allait au niveau de la Cour africaine. C'est ça un nom politique. Oui. Non, avant, il n'a pas parlé de la Cour africaine de justice. Avant, il avait parlé de saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'il avait fait, mais après, il y a eu, à un moment donné, ce discours sur le Conseil. Voilà. Mais ça n'a pas abouti parce que la procédure, elle est longue, il y a beaucoup de conditions. Bien, il a laissé tomber parce qu'il s'est rendu compte que finalement, qu'il reconnaissait la victoire de M. Sassou Nguesso, donc à la limite, il n'y avait plus de quoi aller plus loin. Non, ce n'est pas tellement ça. Moi, je revenais sur Mokoko. Oui, allez-y. Mokoko devait porter l'affaire au Conseil constitutionnel aussi. Tout à fait. Vous vous rappelez du débat qu'il y a eu entre le professeur Mario Wango et Vivien Manango à l'époque. Oui. Il y a eu juste un problème d'interprétation des textes. Mais sinon, le général Mokoko était prêt à saisir le Conseil constitutionnel. Et s'il avait saisi le Conseil constitutionnel, quelle devait être sa réaction? Étant donné que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, je crois que ça, c'est un faux débat. Nous avons
Parfait Kola a bien dit qu'il y a eu un hold-up électoral, mais le Conseil constitutionnel a validé l'élection du président Sassou Nguesso. Le président Parfait Kola, c'est un légaliste, et qui a pris acte. Nous avons pris acte. Nous disons, voilà pourquoi entre-temps, il avait parlé d'une victoire modeste. Ça veut dire qu'il a reconnu, en fait, la victoire de Denis Sassou Nguesso. Prendre acte, c'est aussi reconnaître, puisqu'aujourd'hui, il n'a plus aucun recours. Quel que soit le mot, même mon frère Sigma, ceux qui disent que ce soit un président de fait, c'est pas une façon de dire que ce soit un président quand même si on dit président de fait. Quelqu'un qui fait un coup d'État, par exemple, quand le président Sassou est revenu en 1997 au pouvoir, au début, les gens disaient que c'était un putschiste, mais ils ont fini par l'appeler par le président. Donc c'est ça aussi la politique. Il faut tenir compte des réalités du moment, tenir compte des rapports de force. Le président Sassou Nguesso a été déclaré président par le Conseil constitutionnel. Nous avons dit que nous savons que c'était un rôle. Mais dès lors qu'il a été déclaré président par le Conseil constitutionnel, celui qu'on a vu il n'y a pas très longtemps à l'ONU, celui qu'on voit partout représenter le Congo. Donc, pour moi, c'est un président. Maintenant, nous devons travailler. Alors, est-ce que je comprends très bien, est-ce que vous contestez la relation filiale entre Denis Sassou Nguesso et Parfait Kolela? Il n'y a aucune relation filiale. Enfin, puisqu'il appelle papa, donc. Mais non, mais. Feu son père, Bernard Kolela, l'aurait laissé dans les. Tu sais, nous sommes des bantous. Quand on dit le père, mais ça c'est la culture bantou. Mais ça n'a rien à voir avec la politique. Vous savez, même un père et un fils peuvent avoir des contradictions. Ce n'est pas pour autant que Parfait Kola ne va pas critiquer Sassou. Mais pourquoi s'est présenté candidat à l'élection présidentielle si Sassou était vraiment son père? C'est vrai. Donc il y a des relations, il y a le respect par rapport à l'âge. On peut dire que c'était l'ami à mon père, mais cela ne veut pas dire qu'il faut se soumettre à ça. Il faut quand même dire une chose aujourd'hui. Henri Blaise Diagne, reconnaissez-le que Parfait Kolela doit sa carrière politique à Denis Sassou Nguesso. Mais non. Mais c'est lui qui l'a fait ministre. Non, mais en dehors de son patronyme, on n'a pas assez d'éléments pour dire que c'était un leader politique. Mon cher Si. Allez-y. Être ministre, c'est pas tout. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Parfait Kola a commencé à faire la politique avant qu'il soit ministre. Il était dans l'ombre de son père, si vous voulez bien. Mais quand vous avez un père qui occupe autant d'espace, Bernard Kola aussi puissant, aussi influent, les enfants, qu'est-ce que aujourd'hui les Souba par exemple? Là on a vu à l'Égypte les Souba qui est débuté. Quand les Souba étaient présents, on ne les connaissait pas. Parce qu'il y a le père qui est là, qui prend tout l'espace, voilà ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas Sassou Nguesso qui a fait que Kola soit un... Donc aujourd'hui, vous nous dites qu'en fait, en dehors du fait qu'il y ait ce côté bantou, Parfait Kolela n'appellerait pas Denis Sassou Nguesso papa, ou bien Denis Sassou Nguesso n'a jamais apporté notamment une aide financière conséquente dans l'organisation des activités politiques de Parfait Kolela. Non, je ne dis pas ça. Non, ça signifie... Oui, allez-y. Vous n'êtes pas dans mon sens. Non. Il y a eu une alliance... Avant, il y avait une alliance entre le MCDD et le PCT. Donc, quand il y avait les activités, par exemple, le Congo du MCDD, il arrivait que, je crois que le PCT puisse, dans le cadre de leur alliance, financer... Donc, il n'y avait pas, en fait, un peu l'expression bizarre qu'emploie Bédel Bon en disant papa, j'ai un congrès, va voir Mboulou et tout ça. Il n'y a pas tout ça, c'était plus dans le cadre d'une alliance normale entre deux partis politiques. C'était dans le cadre d'une alliance normale entre le MCDDI et le PCT. Mais ça, c'est avant. Ça, c'est avant que Parfait ne soit candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, moi, quand Parfait était ministre, moi, avant, je ne le soutenais pas. Ça me paraît bizarre. Pourquoi? Mais parce que moi, je n'avais jamais accepté l'alliance entre le PCT et le MCDDI. Je ne l'avais jamais accepté. Donc, j'ai commencé à soutenir Parfait en tant que ministre, mais lorsqu'il a commencé à se démarquer de l'alliance avec le PCT. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc moi, tout ce qui est avant, les relations entre le MCDI et le PCT, moi franchement, j'étais à l'écart de toutes ces activités politiques. Alors, par rapport à tout ce que je dis sur Parfait Kolela, est-il, je dirais, affecté vraiment dans son propre, parce que tout ce qui se dit se déverse sur lui, on n'a jamais déversé autant de torrents, sauf sur ça, sur lui-même, mais sur d'autres politiques, notamment Parfait Kolela, il en prend beaucoup. Est-ce que quelque part, il se dit affecté ou il se dit, ça c'est peut-être le signe que j'ai un destin pour ce pays? Je crois que c'est le signe qu'il a un destin pour ce pays. Qu'est-ce qui devait l'affecter? Ça, il n'est pas affecté. Il pense que tout le monde sait que Parfait Kolela est un cadre politique majeur. Enfin, les gens disent aujourd'hui que c'est un traître, puisque au niveau, mais vous l'avez bien entendu, Henri Blaise, c'est pas nous qui l'inventons. Oui, vous lisez très bien tous ces différents, je dirais, commentaires sur les réseaux sociaux, même des gens qui font des vidéos ou encore qui interviennent dans certains médias, qui le considèrent comme un traître à la cause de l'opposition aujourd'hui. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Mais tu as dit, au niveau de l'opposition, nous ne sommes pas capables de reconnaître que nous avons failli en 2016. Voilà le vrai problème. Vous savez, quand tu as eu les élections présidentielles de 2016, chaque candidat de l'opposition devait verser 5 millions.
Hein, il y a eu pour construire ce qu'on appelle un fonds pour voir le problème de communication. Oui, oui. Vous savez, on s'est retrouvé avec des téléphones Tchuraya qui n'avaient pas de piles. Qui s'occupait de la CTE à l'époque? C'est Bernard Kolela, c'est Parfait Kolela plutôt. La commission technique, les trois qui s'en occupaient. Enfin, je ne sais pas, dites-nous, qu'est-ce qu'ils s'en occupaient? Je ne sais pas, vous peut-être vous le savez. C'est l'occasion peut-être de mettre chacun. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire les choses. Disons que Parfait Kolela est souvent accusé pour aussi mettre les gens devant leurs responsabilités, parce que depuis l'élection présidentielle, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'opportunité de les avoir. Les gens, nous avons tous échoué dans notre stratégie de conquête du pouvoir. Tous échoué, mais les gens ne veulent pas le reconnaître. Est-ce que tous au même degré? Il y en a qui ont un peu plus que les autres. Je ne sais pas, peut-être, vous savez que vous pouvez donner les degrés de tout un chacun. Mais nous avons tous échoué parce que nous avons sous-estimé le président Sassou Nguesso. Nous l'avons sous-estimé. Les gens croyaient que c'était facile de le faire partir. Moi, je vais vous dire une anecdote, mon cher Sir. Moi, j'avais reçu un ami béninois chez moi en 2015. Cet ami était membre du gouvernement de Yaya Boni. Il est venu me rendre une visite à Mantes-la-Jolie. Donc, au cours d'un repas, on parlait de la sociopolitique du pays. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire partie de Sassou? Il m'a parlé des propositions que vous voulez faire pour que le président Sassou Nguesso puisse quitter le pouvoir, pour qu'il ne puisse pas changer la constitution. J'ai écrit un document de 15 pages que j'ai envoyé aux responsables politiques du pays à l'époque. À l'époque, je n'avais pas encore créé la PACO. Dans le document, il y avait quoi? Il y avait tout un tas de mesures que pouvait faire que le président Sassou puisse laisser le pouvoir. En mai 2015, j'ai même écrit un post sur Facebook dans lequel je parlais, par exemple, d'une possible amnistie qu'on pouvait accorder au président Sassou. Parce que je savais que tant que le président Sassou n'avait pas de garantie, il devait forcer de ne pas laisser le pouvoir. Mais à l'époque, vous pouvez vérifier l'article que j'ai mis sur Facebook en mai 2015. Mais j'ai été attaqué par beaucoup de gens qui sont même à Brazza, ici, beaucoup de gens de la diaspora. Pour eux, Sassou devrait tomber, c'est-à-dire qu'il tombait demain, donc il n'y a pas à lui accorder l'amnistie. Voilà, on est tous dans le débat stérile. Au lieu d'élaborer des bonnes stratégies pour faire partie de... Mais pourquoi aujourd'hui vous êtes côté de Parfait Kolela, pourquoi lui ne reprend pas ce discours-là, enfin celui que vous avez proposé à l'époque, peut-être pas à lui, mais à toute l'opposition. Aujourd'hui, vous pouvez lui en parler. Pourquoi aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, il ne proposerait pas des pistes de sortie pour Denis Sassou Nguesso? Mais là, nous sommes en plein mandat. Quelles pistes de sortie va proposer? Nous sommes en plein mandat. Donc ça doit aller au bout de son mandat, alors, pour vous, aujourd'hui. Mais moi, je dois aller au bout de son mandat. Moi, je ne sais pas, moi, je constate que nous sommes en plein mandat. Oui. Nous sommes en plein mandat. Il faut laisser finir ce mandat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais si vous avez une solution pour nous faire partir, moi, je vous soutiendrai. Oui. Mais c'est entre nous, je vous soutiendrai. Alors, parce que nombreux pensent que c'est facile de dire que bon, ça se va partir demain. Mais ils ne font rien. Moi, je viens de Brazza. Hein? Donc, je viens de Brazza. J'ai été dans le milieu, je sais ce que c'est passé à Brazza. Il y a certaines choses de la diaspora, comme ils ne sont jamais allés à Brazza, ils ne vont pas à Brazza, donc ils ne savent pas grand-chose. Non, pas qu'ils ne savent pas grand-chose, mais il y en a qui savent, mais qui ignorent, qui font semblant. Oui. Parce que les gens pensent que c'est facile. Il suffit de dire que ça va partir demain qu'ils partent. C'est pas aussi facile que ça. Alors, c'est pas aussi facile que ça, Agnès Zonza. On va revenir, puisque vous étiez à Brazza, là on a abordé tout ce qui s'est passé à Brazza. On revient sur Paris, et ici à Paris, vous êtes avant tout le président de la PACO. Alors, la PACO, on l'a vu, cette association durant la campagne présidentielle, être au premier plan. Nous avons reçu ici, pour parler du programme de Parfait Kolela, nous avons vu d'autres personnalités de la diaspora partir à Brazzaville, comme Vivien Monongo en tant que porte-parole, d'autres encore sur le terrain des réseaux sociaux, Brice Landry-Deco et bien d'autres, soutenir Monsieur Parfait Kolela, sauf qu'à un moment donné, on a senti qu'entre vous, il y avait des frictions. Que devient la PACO aujourd'hui à votre retour, puisque au moment où vous étiez à Brazzaville, d'autres membres de la PACO sont partis, comme Gertrude Malalou, qui sont partis finalement après avoir rencontré Parfait Kolela, et peut-être des discussions assez houleuses qui sont partis. Que devient la PACO aujourd'hui en fait? La création de la PACO était conjoncturelle. Elle faisait suite à un vide que j'avais constaté au niveau de la diaspora, qui n'avait aucun soutien pour Parfait Kolela. Une structure officielle. Il y avait des militants qui soutenaient, il n'y avait pas le MC, il n'y avait rien. Donc c'était conjoncturel. Donc c'est ce qui m'avait poussé, avec certains amis d'ailleurs, à mettre en place la PACO. Là, nous sommes en phase de mettre en place des structures leadership au niveau de la diaspora. Donc, dans 2 ou 3 semaines, on mettra en place les structures de leadership ici à Paris. Et ça sera l'occasion aussi. On ne peut pas avoir 2 structures au niveau de la diaspora qui soutient le président Parfait. Donc, l'association que nous avons créée en 2015, la PACO, sera dissoute pour permettre la mise en place effective de leadership au niveau de la diaspora.
Alors, c'est l'information que je voulais donner. Alors, donc, Henri Blaise, vous nous dites aujourd'hui que la PACO, dans 2 semaines, ce serait terminé, quoi, en fait. Oui, 2 semaines, dès lors qu'on met en place le structure de leadership au niveau de la diaspora, la PACO sera dissoute. Pourquoi, finalement? Alors que la PACO a fait ses preuves, puisqu'elle a pu accompagner Parfait Kolela là-bas, avec des acteurs comme vous-même, je disais comme Vivier Mandangou, avec des soutiens qui étaient là présents. Pourquoi Effectivement, dissoudre la PACO? je vous ai expliqué que la création de la PACO était conjoncturelle. Oui. Elle était conjoncturelle. Là, par exemple, moi, je suis le président de la PACO, je suis en même temps le chargé de la publication multimédia du parti. Donc, je ne peux pas en même temps m'occuper de la PACO. Enfin, il y a d'autres personnes, il y a d'autres cadres dans la PACO qui peuvent bien s'occuper d'associations. Même si vous partez, qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas des gens aujourd'hui capables de reprendre la PACO? Oui, mais la PACO répondait à un souci qui était là. Donc ce souci étant réglé? Ce souci étant réglé, va être réglé avec la mise en place de leadership. Oui. Donc je ne vois plus le rôle de la PACO au niveau de la diaspora. Donc à ce moment, est-ce que vous demandez à tous les membres de la PACO de vous continuer à vous suivre, ou bien chacun peut prendre sa liberté et puis continuer son chemin? Moi, je demanderai à tous les membres de la PACO déjà d'intégrer les structures de leadership qui seront mises en place d'ici 2 ou 3 semaines. Et puis, comme on dit, chacun est libre. Parce que tous ceux qui étaient à la PACO, peut-être ne vont pas vouloir adhérer à leadership, mais bon, ça c'est la liberté qui est donnée à tout un chacun d'adhérer ou pas. C'est bien de manifester cette notion de liberté. Il y a un homme qui a pris sa liberté par rapport à Parfait Kolela. C'est son porte-parole qu'on a vu en fait sur place à Brazzaville, Vivier Mandangou. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? A-t-il été ingrat vis-à-vis de Parfait Kolela ou bien ils ne se sont pas retrouvés? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Oui. La question, vous devez la poser à Vivier Mandangou. Vivier Mandangou, pour moi, c'est un frère. C'est un frère. D'abord, un frère peut-être un petit frère, parce qu'il est moins âgé que moi. Donc nous avons travaillé ensemble. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, avec tout ce qu'on vous a vu faire ensemble, que vous arriviez à ce degré de division, parfois avec une certaine animosité, qu'on ne pouvait pas soupçonner? J'ai divisé avec Vivier Mandangou. Enfin, je dirais, quand on l'a vu quand même réagir sur certains postes par rapport à Kolela, on l'a vu du jour au lendemain partir, on s'est dit quand même tout est parti de la PACO peut-être. Mais non, mais ça, il faut poser la question à Vivier Mandangou. Moi, je ne sais pas comment je peux vous répondre sur les états, les raisons qui ont poussé Vivier Mandangou de quitter Parfait Kolela. Donc vous n'en savez rien? Moi, je n'en sais Il est parti aussi de la PACO. Et son départ de la PACO, qu'est-ce que vous en dites? Non, il n'est jamais parti de la PACO officiellement. Oui, il est toujours membre de la PACO jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais démissionné de la PACO. Oui. Il n'a jamais démissionné. D'abord, il n'a jamais démissionné de la PACO. D'ailleurs, dans la lettre de démission de Vivier Mandangou, qui a été rendue publique, il n'a pas donné les raisons exactes de son départ. Il a dit tout simplement qu'il n'avait plus le courage de se tenir parfait, c'est tout. Mais il n'a pas donné les détails. Donc c'est pas un courageux en fait. Ça? Non, je ne sais pas. Peut-être pendant la tempête, donc vous dites qu'aujourd'hui Vivier Mandangou, pendant la tempête, il n'a pas eu le courage puisqu'il il Parfait Kolela quasiment de partout. Je pense pas. Il doit avoir ses raisons pour, il faut lui poser la question. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Alors, peut-être que vous répondrez sans doute pas aussi à la place d'autres personnes, c'est M. Deco et Makaba. C'est des personnes qu'on a vues aussi à vos côtés, mais qui ont été déjà très critiques vis-à-vis de vous par rapport à la gestion de la PACO. On les a vus aussi quasiment retourner leurs épées contre Parfait Kolela à un moment donné. Et jusqu'à aujourd'hui, on sent quand même que quand ils ont un poste par rapport à Parfait Kolela, qu'ils ont surnommé le microbe. Vous savez, moi, j'ai du mal à parler de mes anciens amis. Vous n'êtes plus amis aujourd'hui? Bon. Non, mes anciens amis de la PACO, effectivement. Oui. Vous savez, moi, je suis le président de la PACO. Je suis encore président de la PACO. Donc, j'ai vu tout ce monde-là venir. J'ai vu Vivien venir, j'ai vu Deco venir, j'ai vu Makaba venir. Vivien, c'est moi qui l'ai envoyé chez Parfait Kolela et j'ai fait qu'il devienne le porte-parole de Parfait Kolela. Les Deco, ils sont arrivés à la PACO, on a fait un travail formidable. Et puis chacun de nous prend son chemin. Ils ne sont plus avec Parfait Kolela. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils aient aujourd'hui, je ne dirais pas une haine, mais quand même une virulence vis-à-vis de Parfait Kolela? Mais ça, il faut leur poser la question. Il y a bien des raisons déjà au sein de la PACO. Je vois que vous manifestez la langue de bois quand les autres ne s'en privent pas, en fait, de dire les choses quand il faut les dire contre Kolela. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de sérieux. Oui. Donc je ne vais pas passer mon temps à répondre aux états d'âme. Mais vous n'avez pas répondu depuis lors que ça s'est passé, donc pour vous, c'est une histoire, c'est une page qui est tournée. Vous savez, c'était un honneur pour moi de travailler aux côtés du président de Parfait Kolela. Oui. Beaucoup de gens aimeraient travailler avec lui. Donc quand vous avez cette chance de travailler avec lui, on ne perd plus le temps à répondre X a mangé ceci, X n'a pas mangé cela. Je crois que ce n'est pas important. D'accord. Donc pour vous aujourd'hui, l'affaire est close. Pour moi, l'affaire est close. Ils ont choisi leur chemin, qu'ils fassent leur chemin. Et puis s'ils veulent continuer à taper sur le président, parfait. Bon, on verra. Mais nous avons des structures. Et puis pour le reste, c'est pas important. Voilà, c'est pas important, mais aussi il y a des questions assez importantes. Alors je vais juste voir avec vous en ligne. On a eu déjà depuis qu'on avait lancé en fait ce teaser plusieurs questions auxquelles vous allez essayer de répondre, mais ça sera difficile de répondre
je dirais, à question par question, mais déjà, on a en fait Jean-Denis Moëlé qui pose plusieurs questions, mais on va déjà prendre la première. Hein. Quelle est la place de tous les martyrs dans le combat de Lutti? La place de tous les martyrs d'un combat. Voilà, enfin, on comprend peut-être les martyrs de différentes fusillades ou je ne sais pas, des gens qui ont été tués pendant la Constitution. La question n'est pas explicite. Là, donc, je ne sais pas comment. Tous les martyrs, on a beaucoup les martyrs. Bon, je sais pas. Voilà, donc ça, on peut passer. Alors, je sais pas, on va peut-être continuer, peut-être que vous aurez peut-être un élément de réponse. Les veuves, veufs, orphelins, tous ceux qui ont été amputés d'un pied ou d'une maison, ou ceux qui ont tout perdu à cause de toutes les secousses politiques, ont-ils bénéficié d'une quelconque réparation morale, économique et psychologique? Nous ne sommes pas aux affaires, quand tu parles de la réparation financière, nous ne sommes pas aux affaires pour pouvoir dédommager les familles qui ont perdu des parents, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu... Je ne sais pas. On vous reproche aussi d'avoir participé aux élections législatives, puisque la Constitution, vous l'avez contestée au départ. Bon, finalement, elle s'est imposée à vous. Kolela est parti à cette élection présidentielle sous cette Constitution. Et pour vous, il était naturel d'aller aux législatives. Nous avons une démarche claire, chez Exima. Nous avons pris acte. Oui. Dès lors que nous avons pris acte, vous avez reconnu, nous avons reconnu les institutions de la République. Oui. Donc, étant donné que nous avons reconnu les institutions de la République, donc c'était normal que nous puissions passer aux élections législatives. Donc il n'y a pas d'ambiguïté à ça. Voilà, alors, il y a Jean Larquet Dubois Frémigueur, je crois, qui pose la question suivante. Bonjour, Président Henri Benzonza. Comment l'UDH Chuki pense s'établir au sein des diasporas congolaises à l'étranger? En Italie, on reste un peu suspendu. Nous attendons votre signal pour agir. Donc je pense que c'est déjà un militant que vous avez discuté. Oui. Lors du Conseil national de patrie qui s'est tenu au mois d'avril 2017 à Brazzaville, au centre sportif de Brazzaville, il a été mis en place un secrétariat général chargé de la diaspora. Le secrétaire, c'est M. Incertain Nzaba. Donc, comme je l'ai annoncé au tout début de l'émission, que dans 2 ou 3 semaines, nous mettrons en place des structures de la diaspora. D'accord. Donc, au niveau de Paris, au niveau de Paris, en Italie, à Londres et aux États-Unis, nous mettons en place ces structures. Il y a un secrétaire général qui est spécialisé dans ça. Donc, il viendra, qui fera le déplacement. Il va commencer dans 2 semaines, ici à Paris, et puis il ira en Italie. Il va faire Londres ou les États-Unis. Voilà, donc vous pouvez dire du côté d'Italie, attendre. On peut se préparer, attendre, on peut rester en contact via ma page Facebook, voilà. Et puis même sur Twitter, et puis on se communique. Très bien, alors il y a Jules Iwangu qui pose la question suivante. L'information que je retiens est sur Parfait Kolela attend impatiemment les prochaines présidentielles. À supposer que toute l'opposition au Claude Sassou se mette derrière Kolela. Crois-tu, donc c'est à vous qui s'adresse, que dans les conditions actuelles de la victoire au bout du fusil et la tricherie, Kolela pourrait être déclaré vainqueur face à Kiki? Il pense que le concurrent de Kolela, c'est Kiki. Oui. Donc il y aurait déjà une attenance assurée au pouvoir. Alors. Enfin, je ne sais pas, mais c'est Jules Ouangou qui pose la question. Apparemment, il fait déjà je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est qui sera déjà candidat. Bon, et puis, de toutes les façons, le président Parfait, il sera candidat en 2021. J'ai des difficultés à parler de 2021. Déjà la candidature. J'ai des difficultés à parler de 2021. Oui. Parce que quand vous parlez de 2021, surtout au niveau de la diaspora, les gens pensent que vous avez trahi, vous reconnaissez Sassou. Mais nous sommes constants dans notre démarche, Sigma Kosso. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens. Nous sommes constants. Nous avons dit oui, nous avons pris acte de présidentielle de 2016. Donc, nous reconnaissons les élections de la République. Donc, nous serons présents lors de l'élection présidentielle de 2021. Dans la même configuration en 2016, mais forcément, toute l'opposition, non. Est-ce que Parfait va faire cavalier seul déjà? Forcément, ça ne sera pas la même configuration. Mais le problème, il y aura peut-être des alliances. Le problème de l'alliance, c'est un problème très, très sérieux, mais qu'on ne va pas faire dans la précipitation. Le problème de l'alliance doit se faire dans la clarté. Et puis, il n'y a que dans la clarté qu'on pourra faire des rassemblements authentiques. D'accord. Alors, il y a Blaise Tembo qui dit la chose suivante. C'est vraiment incroyable de voir un pseudo-leader ne pas croire à la force du peuple souverain. Il pense que parfois Kolela ne croit pas à la force du peuple. Il ne croit pas à la force du peuple souverain. C'est Blaise Tembo qui pose. Et qu'est-ce qu'il aurait fait pour lui? Il fallait que Parfait Kolela fasse quoi? Blaise Tembo, vous n'entendez, dites-nous qu'est-ce que Parfait Kolela pourrait faire? Donc pour lui, voilà, comme ils ont toujours pensé que Parfait, il retient ses militants, il ne les met pas dans la rue. Donc vous croyez qu'il suffisait que les Parfaits disent à ses militants de sortir dans la rue?
que ça se Enfin, on le voit quand même quasiment les mener à la baguette. Quand vous avez vu pendant les images de la campagne que vous nous avez fournies, on a bien vu quand même. Mais bien sûr, mais c'est pas pour juste claquer des doigts. Non, mais non, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent. Mais les gens sont traumatisés ici, Makosso. Les gens sont voilà encore des gens. Bon, je ne vais pas parler de mon frère Titembo aussi. Les gens sont traumatisés à Brazzaville. Il ne faut pas croire que parce que parfois me demander aux gens de sortir, qu'ils sortiront. Pourquoi d'abord? Pour obtenir quoi? Pour mettre ça sous dehors, si vous voulez bien, parce que ceux qui veulent qu'ils sortent, c'est pas pour qu'ils sortent. Donc, si parfait qu'on met les gens dehors, ça se partira. Alors, qu'est-ce que vous direz des gens qui estiment aujourd'hui que c'est lui qui tient le pouvoir de Sassou, puisqu'on estime que c'est lui qui a la plus grande foule derrière lui, qui le suit, je ne dirais pas aveuglement, mais quasiment. Et aujourd'hui, on sent très bien, puisque lui n'a jamais donné un mot d'ordre, alors que vous le savez comme nous, s'il vous plaît, vous le savez comme nous, que ses collègues d'opposition l'ont quand même poussé plus ou moins pour que les choses dans la marionnette puissent prendre. Il s'est toujours retenu et finalement, on se rend bien compte aujourd'hui, ça se peut continuer en fait à dérouler son programme sans pour autant qu'il y ait un obstacle devant lui. Donc vous pensez que Parfait, comme disent certaines personnes, donc Parfait devait envoyer sa base à l'abattoir. Enfin, à l'abattoir, mais bien sûr, c'est pas l'expression que j'utilisais. Parce que quand les gens, donc Parfait, puisqu'il a eu le monde fou, voilà, il devrait utiliser ce monde, demander à ce monde, à ce monde plutôt, de sortir, d'occuper les rues, et pour que ça se tombe. Mais non, je crois que ça c'est des mauvaises propositions. Mais à Pointe-Noire, qui est sorti premier à Pointe-Noire? Là, il était posé en 2016. C'est pas Mokoko? À Pointe-Noire, il y a déjà des matchs là-bas. Est-ce que les gens sont déjà sortis à Pointe-Noire? Parfait majoritaire à Brazzaville, mais à Pointe-Noire n'est pas sorti premier. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que ça, c'est une fausse stratégie. Moi, je pense qu'on devrait déjà réfléchir sur comment faire. Moi, je respecte ceux qui pensent que le président Sassou n'est pas président. Et voilà. Moi, tout ce que je leur demande, c'est qu'ils appliquent leur méthode pour que le président Sassou parte. Mais c'est toujours facile de dire qu'il n'est pas président, qu'il va partir, que de mettre en exergue ce qu'il faut pour qu'il parte. Voilà. Alors, il y a Farfason FKM qui pose la question suivante. Quelle est l'idée que notre frère Nzonza a des élections libres et transparentes? Est-ce l'exigence de ces conditions de transparence est un impératif avant de se lancer dans une élection? Normalement, mais on devrait se battre. Normalement, vous n'avez pas exigé, puisque les listes que vous aviez demandé à être révisées pendant le dialogue de Diata, ça n'a jamais eu lieu. Vous savez, finalement, ça n'a pas empêché la démocratie, c'est un combat de tous les jours. Elle se construit en permanence. Notre combat devait être, pour demain par exemple, d'exiger que l'élection soit libre et transparente. Mais pour obtenir une élection libre et transparente, comment on fait? Comment on fait? Voilà le vrai problème. C'est là où nous devons travailler, parce qu'on ne va pas attendre 2021 pour commencer à exiger la révision des listes électorales. On ne va pas attendre 2021 pour commencer à exiger une commission électorale indépendante libre. C'est maintenant que nous devons commencer à travailler. Or, sur une concentration sur lequel, c'est quoi? C'est que les gens pensent que Sassou n'est pas président. Mais quand on va approcher le 2021, ils vont comme ça se réveiller pour se dire qu'il y a des élections qui approchent. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Ça sera déjà trop tard. Et ça sera déjà pris de l'avance. Voilà le vrai problème que nous avons. Donc pour vous, vous dites que vous avez la bonne stratégie. Les autres en face, notamment les amis de Parfait Kolela qui ont été avec lui durant la campagne présidentielle, se trompent. Puisqu'ils le reconnaissent, si vous voyez par exemple les autres qui ont demandé à ne pas aller aux élections législatives, le clan Mounari avec... ils sont dans leur logique, ils n'ont pas reconnu l'élection du président Sassou. Donc moi je respecte leur logique. Mais nous sommes dans une logique aussi, la nôtre aussi, il faut qu'ils la respectent. La nôtre, c'est de dire que nous avons reconnu les élections de la République. Étant donné que nous avons reconnu les élections de la République, donc nous avons reconnu, donc nous avons participé à ces élections. Oui. Et demain, s'il y a des élections, tout en exigeant effectivement que celles-ci soient libres et transparentes, nous participerons aux 10 élections. Alors, vous le savez, en ce qui concerne le pôle, on a reproché à Parfait Kolela, qui est député de Kinkala, d'avoir, je dirais, tardé en fait pour réagir par rapport à cette question du pool, ou s'il a réagi, mais c'était mollement. Il y a donc, Farfason, toujours FKM, pose la question, quelle est la proposition de Yuki pour mettre fin à la crise du pool, qui bien est une région du Congo, mais aussi le fief de Pako? Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé. Dès le 6 avril 2016, c'est-à-dire deux jours après la proclamation, le président Parfait Kolela était intervenu pour demander la mise en place d'une commission parlementaire indépendante pour établir les responsabilités sur ce qui s'est passé dans le pool. On était le 6 avril 2016, 2 jours après. Il a fait à maintes reprises des propositions. J'ai un document aussi que je peux vous montrer, par exemple. Oui, allez-y. Un document qui date, un document du 4 novembre 2016, dans lequel le président Parfait faisait
des propositions de piste de sortie de crise dans le pôle. Est-ce que vous voyez? Le document date du 4 avril 2016, du 4 novembre 2016. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait un post sur Facebook dans lequel je soutenais les propositions de président parfait. Il y a même des gens qui ont fait des vidéos pour venir m'attaquer dessus. Donc, chaque jour qui passe, chaque jour, ça fait 18 mois que le peuple du pôle subit un martyre. Le président parfait ne dort pas. Chaque jour, il fait des propositions. On un peu endormi. Mais non, à un moment donné, en fait. Chaque jour, et là vous voyez le document. Chaque jour, il fait des propositions. Là, nous étions le 4 novembre. Le 27 décembre, il est allé voir le Premier ministre. C'était d'abord pour la deuxième fois. Il est allé voir le Premier ministre Clément Mwamba pour aller faire des propositions de sortie de crise. Toujours pour le pôle. Chaque jour, quand vous partez chez lui, à la glacière, dehors, le président Parfait-Kola, il y a des gens, il y a des sinistrés qui viennent avec des ordonnances, des maladies, pour régler des cas de enfants qui ont été arrêtés. Chaque jour, il règle des cas. Et chaque jour, il fait des propositions. C'est normal, ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Il fait des propositions, mais qui restent sans suite. Qu'est-ce qu'il va faire dans ces conditions-là? Il propose, il n'y a pas de suite à ces propositions. Donc, il ne va pas renverser la table, comme on dit tout le temps. Est-ce que le pôle, c'est une affaire que de Parfait Kolela, puisqu'on a vu aussi, finalement, les autres leaders, notamment, entre guillemets, du pôle, qui ont été assez, je dirais, assez absents, en fait, dans cette crise. On attendait qu'il y ait les fils du pôle, parce que là, maintenant, on les voit revenir, mais sauf aux côtés de Denis Sassou Nguesso, pour essayer de régler la crise actuellement, pour faire allusion au dernier entretien de Denis Sassou Nguesso et des supposés sages du pôle. Vous savez, cette affaire du pôle est un faux de commerce pour certains responsables politiques. Du pôle ou bien du pôle. Oui. Moi, quand j'étais à Brazzaville, j'avais lu un article sur la semaine africaine écrit par Joachim Banza, oui. Qui est maintenant dans le parti de Silo. Qui était candidat au législatif. Qui était candidat au législatif en Bazandonga. Il a fait une déclaration dans laquelle il attaquait le député Bernard Chimambilela, qui aurait instrumentalisé les anciens ninjas pour qu'ils sèment le désordre en Bazandonga, pour qu'il n'y ait plus d'élections en Bazandonga. Donc, dans cette affaire, il y a du tout. Il y a des gens qui ne veulent pas que la crise du pôle puisse connaître. Mais pour quel intérêt? Juste intérêt financier? Des fois pour des intérêts financiers et pour des intérêts politiques aussi. Parce qu'à l'élection présidentielle, qui a obtenu la majorité dans le pôle? Le pôle a voté à 75% pour Parfait Kolela. Croyez-vous que Parfait Kolela a intérêt à déstabiliser le pôle qui a voté pour lui à 75%? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il a intérêt à voter pour lui? Tout récemment, vous avez vu, il y a eu... on a parlé des sages qui auraient rencontré le président Sassou Nguesso. Oui, mais il n'y avait pas Parfait Kolela parmi les leaders. Mais le président Parfait n'a été ni associé ni invité. Ou bien il n'a pas voulu venir aussi. Mais non. Mais là, tout le monde a été quasiment là. Je vous ai montré le document. Oui. Le président Parfait. Nous, le plus important aujourd'hui pour le pôle, c'est que le calvaire de la population du pôle puisse cesser, que le marché puisse cesser. Donc, vous pensez qu'il y a des chances aujourd'hui que ça cesse? Par rapport à l'environnement, vous revenez de Brazzaville, est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui que ça cesse? Je ne sais pas s'il faut parler des choses, mais nous, le souhait, c'est que ça cesse. Après, tout dépend du président de la République. Est-ce que la démarche engagée par le président de la République, en faisant réunir à son palais les sages du pôle, qui ont demandé pardon, qui ont parlé des égarés, est-ce que c'est là, pour vous, c'était déjà une voie pour arriver, en fait, à ce que la situation puisse s'assainir dans le pôle? Si la situation peut revenir à la normale dans le pôle, tant mieux. Comme on dit, est-ce que vous y croyez-vous à une telle démarche? Je ne sais pas si je dois croire, mais c'est mon souhait. En tout cas, c'est mon souhait. Mais de toutes les façons, les sages que le président a reçus tout récemment, ils ont été à l'initiative de FILA Saint-Eudes. Pas l'initiative de Parfait Kolela, qui n'a jamais été associé dans tout ce qui... Mais il n'a pas été associé. Est-ce qu'il a plus ou moins reconnu que c'est une démarche louable pour que les choses puissent aller dans le bon sens? C'est ce que je dis. Nous, le problème, ce n'est pas de dire que si la démarche est louable. Nous, le problème, c'est que nous attendons le résultat. Nous voulons que le peuple, que la population du pôle puisse vaquer librement à ses occupations. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà notre préoccupation. Voilà, c'est votre préoccupation, madame et monsieur. Vous suivez donc cette émission 100% direct avec monsieur Henri Blaise Nzonza, secrétaire à l'information de l'UDH-Luki, le parti présidé par un homme que vous connaissez aussi, qui est souvent au devant de la scène, même quand il n'est pas physiquement, c'est monsieur Parfait Brice Kolela. Alors, Henri Blaise Nzonza, quand on voit en fait aujourd'hui les relations qui sont celles de Paco et l'opposition, on a l'impression que les ponts sont rompus. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même aujourd'hui un semblant de dialogue où ils arrivent quand même à communiquer
pour maintenir le lien au cas où demain une alliance se ferait entre ce qu'on qualifie aujourd'hui de l'opposition radicale par rapport à Parfait Kolela, qui lui peut-être fait partie d'une opposition plus républicaine que les autres, puisqu'il reconnaît aujourd'hui le pouvoir. Je disais que le problème des alliances est un problème très important dans la vie d'un parti politique. Mais en même temps, on ne va pas se précipiter pour signer des alliances. Mon frère, c'est ma question. Parce que vous ne croyez plus à ces gens-là? Non, pas qu'on ne croit plus, mais il faut laisser le temps. Et moi, je pense que l'IDH devrait puiser en elle-même les ressorts de la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que nous devons d'abord montrer nos forces, ce que nous sommes politiquement. Après, le moment viendra où on pourra tisser des alliances avec XY. On n'est pas obligé de tisser l'alliance avec l'IDC ou avec FOCAD. Nous sommes encore en 2017. Il y a 2018, 2019, 2020. Donc il y aura peut-être une recomposition du paysage politique congolais. Oui. Et en ce moment-là, après une organisation politique clairement affichée et affirmée, on pourra tisser des alliances. Mais je vous rappelle quand même que pendant les présidentielles, ça a été aussi clairement affirmé et affiché. Hein. Il n'y avait pas de flou en fait. Oui, hein. Oui, c'était quasiment clair. Ça n'a pas empêché Parfait Kolela de prendre sa route en solitaire. Il n'a pas pris la route. Comment ça, il a pris la route en solitaire? Enfin, mais sauf qu'aujourd'hui, quand on voit les gens avec lesquels il était, il avait signé cette charte de solidarité. Vous êtes sans ignorer que Parfait Kolela a été exclu de l'IDC. Vous le savez. Il a été exclu de l'IDC. Mais qu'est-ce qu'il était exclu de l'IDC? Donc, aujourd'hui, nous, ce que nous préoccupe pour l'instant, nous sommes dans une phase de structuration de notre parti, l'IDH. Nous voulons que l'IDH devienne un grand parti politique. Et puis le reste, pour tout ce qui contient des alliances et consorts, on verra le moment venu avec qui signer les alliances. Alors, en tout cas, nous ne sommes pas pressés. Très bien, vous n'êtes pas pressés. Une question de Georges-Olivier Louembe. Comment interprète-t-il, donc je pense que le Parfait Kolela parle-t-il, ou peut-être de vous, le fait que, voilà, c'est de vous qui parle, le fait que ce représentant Parfait déclarait avoir demandé la permission pour sortir du pays pour des soins. À qui doit-il sa permission d'entrée et de sortie du Congo? Qui c'est? Parfait Kolela, puisqu'il était à Paris pour des soins. Oui. À qui a-t-il demandé la permission pour sortir? Est-ce l'obligé de demander une permission? Enfin, c'est apparemment pour monsieur Georges-Olivier Louembe. Parfait Kolela, c'est un parlementaire. Oui. Un parlementaire. Donc, il y a plusieurs parlementaires qui ont du mal à sortir. Mais non, qui a du mal à sortir? Connaissez-vous un parlementaire qui a du mal à sortir? Moi, je n'en connais pas. Peut-être vous pouvez me donner son nom. Parfait Kolela était un parlementaire. C'est quand même un responsable politique majeur. A-t-il un passeport diplomatique, rapidement, juste pour il est député, donc la question des passeports. Effectivement, il est député, donc il a un passeport diplomatique. Un député, il est en même temps député, en même temps ancien ministre, donc il a un passeport diplomatique. Oui. Donc il n'a pas de permission à demander à qui que ce soit. Il peut sortir quand il veut. Pourquoi il ne sortirait pas quand il veut? Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas qu'il sorte? C'est un Congolais qui est fait la dire que pendant le moment quand la crise était à son apogée, oui. Bon, on l'a quand même vu en pâtir chez lui, puisque moi-même j'ai eu l'opportunité de l'interviewer. Vous avez dit que la crise était à son apogée? Oui, oui. Est-ce que nous sommes toujours en crise? Enfin, là, à ce moment-là, il ne connaissait pas encore le pouvoir. Une fois qu'il avait reconnu, je pense que l'étau s'est desserré, ça lui a permis de partir. Non. Comment il ne reconnaissait pas? Le jour où il avait intégré, c'était le 6, je me rappelle, c'était le 6 avril. Oui. C'est le jour où il a fait la déclaration où il disait qu'il prenait acte. Tout à fait. Donc, rien n'a changé. C'est un Congolais comme tout d'autre qui est un responsable politique majeur dans notre pays, qui devrait sortir quand il voudra et rentrer au pays quand il voudra aussi. Je ne vois pas pourquoi il doit demander la permission à X ou Y. Est-ce que vous avez compris d'abord la polémique qui avait suscité la visite de M. Mirassa ici à Paris? Non, moi je crois que c'est une fausse polémique. Moi je pense qu'un leader politique, un Congolais, il a le droit de sortir. Il a le droit d'avoir... Si le fait d'être un ancien ministre lui donne le droit d'avoir un passeport diplomatique, il doit avoir ce passeport diplomatique. Il doit sortir, il doit venir se faire soigner quand il veut. Il doit rentrer au pays quand il veut. Je crois que c'est un faux débat pour moi. Oui. C'est un faux débat. Alors, sinon, les gens le diraient pour moi-même aussi. Pourquoi tu es parti à Brazzaville, tu es revenu à Tienguiza? C'est des faux débats, ça. Alors, peut-être un vrai débat avec la question d'Armel Kounganga. Est-ce que l'UDH pense revenir à la coalition UDC-FROCAD, composante J3M, pour une solution commune d'éviction de Sassou en 2000? Enfin, ça devait être en 2021, puis c'est écrit en 2013. Oui, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit, nous, le problème, ce n'est pas de dire qu'on va revenir à l'UDC-FROCAD. Mais qu'est-ce qu'on met derrière l'UDC-FROCAD? Mais derrière l'UDC-FROCAD, c'est des personnes, c'est des postures, c'est des prises de position. Aujourd'hui, l'UDC-FROCAD, dans leur ensemble, ne reconnaissent pas le régime de Sassou Nguesso. Ils ne reconnaissent pas Sassou comme président. Mais en même temps, ils demandent le dialogue. Avec qui? Je ne sais pas. Mais nous disons, nous avons connu les institutions. Donc il y a une différence fondamentale. Donc vous êtes la bonne opposition? Non, il n'y a pas de parler. Moi, je ne veux pas donner des notes pour dire qu'il y a une bonne opposition, comme le font les autres, il y a une mauvaise opposition. Nous disons, nous avons pris acte
de l'élection présidentielle de M. Sassou Nguesso. Bien que nous ayons, bien que ça a été un ordre électoral, mais ça a pris acte, puisque le Conseil constitutionnel a tranché. Oui. Voilà. Les autres n'ont jamais pris acte. Est-ce que l'urgence pour nous, c'est de dire qu'on va repartir à l'idée focale pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi à l'idée focale? Les alliances vont se tisser dans l'avenir. Pour nous, le plus important, comme je l'ai déjà dit, c'est construire notre parti, voilà, rendre notre parti visible. Et quand vous avez un parti fort, bien assis, vous créez des réseaux, vous faites des moyens, vous vous préparez aux futures échéances. Voilà le plus important. C'est très bien que vous parlez des futures échéances, puisque Britt Emma Bamba pose la question suivante. Si le scénario de l'élection présidentielle que nous avons vécu en 2016 se répète en 2021, quelle sera la réaction de Kolela? Est-ce qu'on peut prévoir la réaction? Nous sommes en 2017. Donc il reste 3 ans. Oui. On peut prévoir une réaction en 2021, ce n'est pas possible. Oui. Le vrai problème pour nous, c'est de travailler. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille pour que ce qui s'est passé en 2016 ne se répète plus en 2021. Parce que sinon, ça sera la même chose. Et on va encore crier au complot, on va encore crier au vol. Voilà le problème. Voilà, une préoccupation de M. Patrick-Éric Montpouillard. Il dit c'est faux. Kolela n'était pas exclu de l'IDC. Il était le vice-président en titre de l'IDC. Quand on avait arrêté André Kombi-Salissa, Parfait Kolela n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Et il a demandé à Blanchard Oba de le remplacer au poste de président de l'IDC. C'est cela la vérité. Donc vous avez menti en fait, finalement, selon Patrick-Éric Montpouillard. Mon frère Patrick Montpouillard, que je respecte beaucoup. Qui est passé ici, hein, qui est passé ici le week-end dernier sur la même place. C'est bien que tout le monde a suivi ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde a suivi les déclarations où on disait que Parfait n'est plus. C'est pas Parfait qui est venu faire des déclarations qu'on croit qu'il était l'IDC Focade. Je crois que pour moi c'est un faux débat. C'est un débat dépassé. Hein, nous ne sommes plus dégués que ça. Nous avons créé un parti, comme j'ai dit. Les alliances, ça c'est des alliances passées. Oui. C'est du passé, mon frère. Ça va pas nous faire avancer. Ça ne fait parce qu'on ne va pas rentrer dans ce débat de chiffonnier là où Parfait a eu raison. C'est même qui est parti, X a eu raison. Mais non. Est-ce que finalement, pour vous, là où nous sommes aujourd'hui, quand on vous entend, pour vous, la crise post-électorale, en fait, maintenant, c'est déjà passé. C'est du passé, il faut maintenant voir autre chose pour vous. Pour moi, il faut voir autre chose et puis avec de nouvelles stratégies. Voilà. Donc la crise post-électorale, on n'en parle plus. La crise post-électorale est là. Voilà pourquoi nous demandons le dialogue inclusif, nous le demandons pourquoi. Oui. Parce que nous sommes conscients aujourd'hui, il y a les prisonniers politiques et Moukoko, Kombi, tout ça, je crois que c'est tout ce qui se passe dans le pool, ça doit avoir trait à la crise post-électorale. Donc, c'est pour ça que nous demandons un dialogue inclusif. La crise, elle est là. Les effets collatéraux de la crise, les effets collatéraux de l'élection présidentielle sont là. Maintenant, il faut qu'on puisse les jubiler. Et puis, par rapport à la crise sociale, on a vu que la crise politique, c'est vrai que l'UDH Yuki est bien positionné. Par rapport à la crise sociale, que dit Parfait Kolela en fait, la situation actuelle, tout en sachant quand même que l'état dans lequel se retrouve le Congo aujourd'hui économiquement, il n'est pas aussi étranger puisqu'il a exercé le pouvoir, il était au gouvernement aux côtés de Sassou Nguesso et la perte, je dirais, cette dette à 110 ou 120%, enfin 110 officiellement, il a quand même une part de responsabilité. Vous savez, lors de la conférence de presse du président Parfait Kolela qu'il avait tenue à Brazzaville le 29 juillet 2016, oui. Il avait déjà il avait déjà annoncé les couleurs. Il avait déjà dit que notre pays devait se retrouver en récession. Il a proposé qu'on puisse aller vers un dialogue inclusif, que le président, il avait demandé au président de prendre de la hauteur, faire asseoir tout le monde, pour qu'on puisse voir le problème du Congo. Donc ça c'était prévisible. Et il a prévu. Maintenant, ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour juguler cette crise? Il a fait des propositions qui n'ont pas été suivies. Oui. Qui n'ont pas été suivies. Est-ce qu'il reconnaît déjà peut-être en intimité, je n'ai jamais entendu parler officiellement aujourd'hui, de dire que dans la situation actuelle, il a une part de responsabilité? Qui a une part de responsabilité? Parfait Kolela. Mais tout le monde. Enfin, tout le monde ne dit pas tout le monde. Aujourd'hui, on parle de lui. Est-ce que lui, aujourd'hui, reconnaît que dans la situation actuelle, il aurait une part de... C'est le seul candidat des cinq de l'opposition qui avait reconnu qu'il avait sa part de responsabilité dans ce qui se passe dans le pays. Et comment compte-t-il aujourd'hui réparer ou apporter des solutions par rapport à ça? Mais réparer, c'est des propositions qu'il fait quand il demande, par exemple, au président Sassou de prendre la hauteur, faire asseoir toute la classe politique, pour voir comment on peut faire pour sauver le malade Congo. Voilà. Et puis ils ne sont pas aux affaires pour qu'ils soient capables de faire quoi que ce soit pour qu'on puisse régler toutes ces affaires-là.
Donc il faut qu'on aille vers un dialogue, qu'on s'asseye. Et puis... donc le dialogue arrangerait tout en fait. Pour vous, là, le dialogue c'est la panacée en fait. Non, une fois qu'on va dialoguer, toutes les solutions sont trouvées. Après, ça dépend de ce qui sortira de ce dialogue-là. Est-ce que pour vous, le PCT était un vrai partenaire sincère pour le dialogue? Non, je crois qu'il n'y a pas une volonté affichée du PCT d'aller vers un dialogue franc et sincère. Et c'est là où est le problème. Là, par exemple, ce qui se passe dans le pays avec la crise économique de gauche à droite, je pense que moi, à titre personnel, je pense que le PCT n'a plus la capacité de gérer le pays. Est-ce que vous voyez? Parce que là, le pays, on nous parlait de 70% de la dette, 70% PIB, on est à 120%. Et là, on est obligé de faire appel au Fonds monétaire international. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une gestion chaotique du PCT pendant des années. Enfin, le PCT et le MCDDI, puisqu'ils étaient en accord. Mais là, nous ne sommes pas. L'UDH, ce n'est pas le MCDDI, mon frère. C'est vrai. Alors, il y a une observation de Oleg Fabrice Kissila, qui est aussi déjà passé sur le plateau des Anativi. Tellement l'opposition radicale, enfin, tu dis peut-être quoi, l'opposition radicale veut imposer sa philosophie du combat politique à tout le monde, rien ne peut s'opérer, malheureusement. On cherche les poux sur les têtes, même sur les crânes rasés. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je partage ce point de vue. C'est aussi ma question. Parce qu'aujourd'hui, même sur la place de Paris, le 15 octobre, j'ai participé à une marche sur la diaspora. Oui. Mais les gens sont carrément venus me dire que vous avez trahi, vous êtes parti avec Ola, on vous a donné là. Mais c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la politique. Vous avez le droit de partir aussi. Mais si vous avez le droit, il faut au moins le dire clairement que vous avez le droit de partir avec ça. Nous sommes en train de nous neutraliser entre nous. On se neutralise entre nous. On ne fait pas assez d'efforts pour faire des propositions. Ceux qui veulent que ça se parte, il faut qu'ils fassent des propositions. Comment ça se partira? Le problème, c'est qu'ils ne font aucune proposition. Ils font aucune proposition. Et pour eux, l'échec, voilà, c'est parfait. Parce qu'ils voilà, ne parlent pas, ils ne mettent pas les gens dehors. Donc tout se résume en parfait là actuellement. Donc les prisonniers politiques, il fallait que parfait parle. Hein? C'est comme si c'est lui qui avait les clés de la maison d'argent pour aller faire sortir. Alors que Parfait a demandé l'élargissement des prisonniers politiques. Oui. Je peux vous donner le document. Il a dit on doit élargir les prisonniers politiques. Il a commencé à déclarer ça depuis le 29 juillet 2016, lors de la conférence de presse. Dans toutes les déclarations de Parfait, quand il y a eu le congrès de mars 2017, il a demandé qu'on puisse élargir les prisonniers politiques. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas suffisant. Donc pour eux, voilà, c'est pas Parfait devait peut-être prendre les armes devant, voilà, et puis aller peut-être casser les prisons ou bien aller déloger ça. Mais ce n'est pas ça la politique, mon frère. C'est pas ça. On ne faut pas tous devenir des radicaux, effectivement. Voilà, donc pour vous, aujourd'hui, l'autre partie de l'opposition, c'est une opposition radicale. Et moi, je qualifie comme ça d'opposition radicale. Moi, je ne sais pas s'il faut la qualifier de radicale. Moi, je pense que l'opposition... Vous êtes l'opposition légitimiste, puisque vous avez reconnu la légitimité de Denis Sassou Nguesso. Pour moi, l'opposition est diverse. C'est comme ici en France, vous avez le Front National, vous avez les Républicains, vous avez comment ça s'appelle, le Parti Socialiste. Un peu dans cet univers des familles de l'opposition congolaise. Vous êtes quoi, vous, exactement? Républicain, centriste? Non, nous sommes des libéraux. L'UDH est un parti libéral qui fait partie de l'international libéral. Oui. Moi, mon souhait, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans un poste, c'est que nous soyons une opposition juste. Ce n'est pas une opposition juste. C'est une opposition qui dit bravo quand c'est bien fait, qui critique quand c'est mal fait, et surtout qui fait des propositions. Or, en termes donc, prêt à travailler avec celui qui est en face de vous? Non, pas prêt à travailler. Je dis opposition. Oui. L'opposition, pas prêt à travailler, mais qui dit... Quand alors, ça signifie un peu comme ce que dit Bédébano, c'est l'opposition du pouvoir. Pas l'opposition du pouvoir, comme ça se fait ici. Comment ça se fait ici? Ici, l'opposition propose. Quand vous voyez Laurent Wauquiez, il veut proposer, mais il propose, moi, je veux une France qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Voilà l'opposition. Oui. Je veux qu'on aille avec cette opposition-là. Ce n'est pas une opposition où... moi, je vois bien les gens ici, bon, je ne vais pas parler de diaspora, mais les gens sur la diaspora, nombreux n'ont même pas, je ne sais pas si nombreux n'ont même pas la constitution chez eux. Ils ne savent pas comment. Qu'est-ce que vous en savez? Mais oui, nombreux, dans les débats, on le sent, vous sentez qu'ils ne savent pas quel est le rôle du Conseil constitutionnel, et comment nombreux pensent que leadership qui, vous n'êtes pas un parti d'une association, ils ne savent pas qu'avant que vous avez un résultat définitif, vous pouvez d'abord fonctionner. Bon, vous sentez que les gens n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas tout ça. Et pour eux, ça se doit partir, point barre. Mais comment on fait pour partir? Pour qu'ils partent? Voilà, la vraie question, c'est celle-là. Et nous ne sommes pas pour que ça se doit partir. Nous travaillons pour qu'ils... Ça doit rester, finalement. Non, pas ça doit partir, il va rester. Ça doit rester. Nous travaillons pour que demain, il y ait une alternance démocratique dans notre pays. Mais pour ça, il faut travailler. Et ce n'est pas des slogans qui vont faire partir ça. Ce n'est pas des slogans, c'est le travail. Mais malheureusement, nombreux baignent dans la calomnie,
Parfait Kola fait ceci, Parfait Kola fait cela. Avant qu'on prenne la question de Marc Mapimou, déjà, est-ce que vous pensez que ça soit triché ou non pendant les élections présidentielles? C'est une victoire celle. Le président Parfait, je peux parler d'un hold-up électoral. Oui, je crois que c'est suffisant comme réponse. Un hold-up électoral. C'est que nous avons dit que Sassou n'a pas gagné, mais il a été programmé président par le Conseil constitutionnel et nous avons pris acte. Oui. Voilà le problème. Très bien, il y a quelqu'un qui prendra aussi acte. Alors, c'est Marc Mapingu qui pose la question suivante. La politique étant un minimum d'entente sur les valeurs, Blaise peut nous dire qu'est-ce qui unit déontologiquement Sassou et Kolela? Qu'ont-ils comme valeur commune tous les deux, en fait, Sassou et Kolela? Moi, je ne sais pas, peut-être lui, il connaît ce qu'ils ont en commun, politiquement ou quoi? Enfin, peut-être politiquement ou humainement, je ne sais pas. Est-ce qu'on devrait peut-être la filiation paternelle? Je vais vous donner un série de faits qui montrent que nous ne sommes pas. Vous savez, que dit la loi, que dit la Constitution? Qu'un candidat qui atteint plus de 10% à l'élection présidentielle, on lui rembourse les frais de campagne. Vous savez qu'on n'a jamais remboursé l'argent de Parfait? Vous dites qu'il avait reçu 5 milliards. Non, mais c'est il ne faut même pas dire ça. Donc, si Parfait Kola était avec Sassou, oui. Déjà, on lui avait... mais les caisses sont vides, donc vous comprenez que pour l'instant, qu'on les rembourse pas. Attendez, mon frère. Allez-y. Donc, on lui avait remboursé son argent de campagne, premièrement. Si Parfait Kola était avec Sassou Nguesso, on aurait très vite donné le récépissé à son parti politique parce que ça nous a empêché de nous présenter en tant que Yuki. On s'est présenté en indépendant. C'est Parfait Kola est avec Sassou Nguesso. Vous savez la place qui revient à l'opposition au sein du conseil municipal de Brazzaville. La place a été donnée à une femme à une dame qui est du parti de Fila. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, la place qui revient à l'opposition dans le bureau, elle a été donnée à Kenyumbi Kambongo, pas un gars de Parfait Kola. Il y a une commission qui est dédiée à l'opposition. Cette commission a été donnée à un gars de l'UPADES. Donc l'UDH n'a toujours rien. Au mois de janvier 2017, le député Dadi Sebadjabe, qui était le deuxième caisseur proche de Parfait Kola, a été remplacé par Benan Chimambela, qui est du MCDD. Donc vous voyez la traque, ça c'est presque une traque. Et les gens disent que nous sommes avec le président Sassou. Mais non, c'est faux, mon cher. Regardez ce qui s'est passé pendant les législatives. Est-ce que vos députés ont voté pour Mvouba? Pour qui ont-ils voté, en fait, les députés du UK? Moi, j'ai personnellement posé cette question. Est-ce que vous leur avez posé? J'ai personnellement posé cette question. Le président Kolela lui-même il n'y a pas. Qui devait siéger. Est-ce que les députés, parmi les voix de Mvouba, il n'y a pas des voix de Yuki? À ce que je sache, j'ai eu à poser cette question. Parce que moi, l'honorable Bambin Goma, député de la première section de Makélékélé, il m'a dit qu'il avait voté blanc. Enfin, voter blanc, il pouvait. Non, il n'a pas voté, mais oui. Il a voté contre M. Mvouba. S'il vote blanc, c'est une manière. Non, il a voté blanc. D'après d'aller voir Mvouba pour lui dire, il y a. Non. Il a voté blanc. J'ai demandé les autres députés, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas voté pour Mvouba. Ils ont voté contre Mvouba. Sûrement, mais après. Parce qu'il était le seul candidat, donc. Sûrement, ils ont voté. Ils m'ont dit, moi j'ai posé des questions, ça c'est les gens. Ils m'ont dit qu'ils ont voté, ils n'ont pas voté pour Mvouba. Donc, soit ils sont abstenus, soit ils ont voté blanc. D'accord. Après, j'ai pas le résultat. C'est la bonne attitude, alors, finalement. Je ne sais pas, mais bon, est-ce qu'il fallait voter pour moi? C'est eux, ils ont voté à mes consciences. Ils ont voté. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas voté pour Mvouba. Moi, je m'en tiens à ça. Combien de sénateurs pour Yuki, en fait Le Yuki n'a pas de sénateur. Le Yuki n'a pas de sénateur. On n'a aucun sénateur, donc. Mais c'est vous qui dites que nous sommes avec le pouvoir. Enfin, c'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. Je parle. Vous êtes le porte-parole aujourd'hui. Oh, vous dites tout de suite les grands mots. Vous dites que nous sommes avec le PCT. On n'a pas eu un sénateur. Oui. On n'a aucun préfet. Quand tu as eu les élections législatives, je vais vous citer un cas, M. Simakoso, qui va vous faire peut-être tourner la tête. À Madjibou, au premier tour, le candidat du Yuki a eu 9000 voix. Au premier tour. Le second avait 800 voix, le candidat du PCT. Mais ils ont été emmenés à aller au deuxième tour. 9000 voix contre 800. 9000 voix. Et curieusement, on arrive au deuxième tour, le candidat du Yuki avait 11 000 voix. Celui du PCT n'a eu que 1000 voix. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et tout ça, vous dites que nous sommes avec le pouvoir. Nous sommes avec le pouvoir, donc, qu'est-ce qui s'est passé à Mungali, où les militaires sont allés voter pour Idevek Mourani qui était ici. Il n'y a pas de longtemps qui se faisait. Les militaires sont allés voter, ils ont tabassé les représentants de l'État dans le bureau de vote. Et vous dites que nous sommes du pouvoir. À Kinkala, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires, vous savez qu'Kinkala, il y a plein de militaires. Tous ont voté pour un candidat pour Fila. Pourquoi ne pas voter pour le candidat de Yuki si nous étions avec Sassou? Pourquoi au lieu de voter pour Yuki, ils vont voter pour Fila? Mais les gens disent que nous sommes avec Sassou. Pourquoi les militaires n'ont jamais voté pour nous? Pourquoi ils ont voté pour Fila? Donc tout ça, c'est des faits qui montrent que nous ne sommes pas
avec le pouvoir. Voilà, vous n'êtes pas avec le pouvoir, mais aujourd'hui, vous êtes quand même en train de participer aux institutions voulues. C'est tout à fait normal. Je comprends très bien. Oui. On va arriver sur un point qui est très important au niveau de la Constitution que vous reconnaissez aujourd'hui, que vous respectez. Or, il y a un autre parti, c'est l'UPADS, qui a peut-être, je pense, moins de députés que vous, peut-être les mêmes. Vous avez 9, l'UPADS doit en avoir 8. Il y a aujourd'hui une disposition constitutionnelle qui consiste en fait à donner une place importante au premier parti qui représente l'opposition au sein du Parlement. Donc ce serait vous aujourd'hui avec les 9. Est-ce que Kolela est candidat en fait à ce poste du patron de l'opposition officielle par rapport à cette disposition constitutionnelle, puisqu'il respecte la Constitution? Vous avez bien fait de me poser cette question. Mais en même temps, je reviens sur la question précédente. Si Parfait Kolela est avec le pouvoir, il serait chef de l'opposition. Mais enfin, mais aujourd'hui, légalement, il ne peut pas, parce que dans la disposition, il est dit que c'est le chef du parti politique qui a le plus de députés, le chef du parti politique. Oui. Or, au moment où nous sommes partis aux élections présidentielles, l'UDH n'avait pas encore le statut de parti politique. On s'est présenté en indépendant. Il n'y a pas d'effet de rétroactivité. Il n'y a pas de rétroactivité. C'est juste pour vous montrer que nous ne sommes pas avec ce pouvoir. Parce que cette loi, elle était adoptée quand elle a été adoptée le 7 juillet 2017. Et le 10 juillet, c'était le dépôt de candidature aux élections législatives. Le 7 juillet, je peux vous montrer la loi. Donc tout a été fait pour que le président Parfait ne soit pas chef de l'opposition. Là, nous avons... Mais est-ce qu'il pourrait peut-être contester ou réclamer? Donc, mais plus on nous a mis devant le fait que nous sommes représentés en indépendant. Oui. Et on n'a pas pu former un groupe parlementaire à l'Assemblée, alors qu'avant, l'ancien règlement intérieur de l'Assemblée permettait aux indépendants d'avoir un groupe parlementaire. Mais là, puisque le Yuki se retrouve avec 9 députés, tout a été fait pour que, même si vous avez 9 députés indépendants Yuki, que vous n'ayez pas un groupe parlementaire. On n'a pas de groupe parlementaire à l'Assemblée. Mais pourquoi vous associez pas avec Tiatima Biala, qui pense aujourd'hui partager peut-être pas mal de choses avec Parfait Kolela? Mais nous sommes tous à l'opposition. Oui. Si vous formez un groupe plus important, je pense Quel groupe plus important? Avec les députés de l'UPADS et des indépendants. L'UPADS a 8 députés, donc l'UPADS a elle toute seule un groupe parlementaire. Nous sommes des indépendants. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous sommes des indépendants. Un indépendant, on ne nous a pas permis d'avoir un groupe parlementaire. Donc on ne peut pas... l'UPADS, c'est puis les indépendants qui vont aller s'aggreffer sur l'UPADS. On ne nous a pas donné cette possibilité. Voilà, alors vous avez une objection de François Jean Médard Matsuma qui dit la chose suivante. C'est une langue de bois, il ne dit absolument rien. Tu peux tromper le peuple, mais il n'est pas aveugle. Pourquoi Kolela peut sortir du pays et pas les autres? Je lui répondais, mais pourquoi? Comment Miagassa a fait pour sortir du pays? Comment Kim Fouchard, qui est de l'opposition dite radicale, a fait pour venir entre-temps en France, il veut se faire soigner ici, Kim Fouchard? Il est sorti. Il est dans ce qu'on appelle l'opposition radicale. Mathias Sanzon vient ici. Tout à fait. Parfait Kolela. Pourquoi Parfait Kolela ne viendrait pas? C'est ça le problème. Donc, c'est pourquoi les gens ont une fiction sur Parfait. Il ne faut pas qu'il vienne ici. Pourquoi il ne viendrait pas en France? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ne vienne pas? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ne vienne pas? Ça, je crois que ça n'a aucun sens. Peut-être qu'un jour, quand il reviendra à Paris, il viendra peut-être nous dire ici, sur le même fauteuil, nous expliquer un peu, aujourd'hui, cette fixation des Congolais sur sa personne. Alors, il y a Rol Banda qui dit, Sassou vous donne à son gré parce qu'il sait que vous n'êtes pas une vraie opposition. Nous ne sommes pas une vraie opposition. Donc, nous sommes du pouvoir alors. Mais si nous étions au pouvoir, on aurait eu plus que ça. Si nous étions au pouvoir, avec ce qui s'est passé à Pointe-Noire, on n'a pas eu de conseiller à Pointe-Noire. Hein? Si nous étions avec le pouvoir, on ne nous aurait pas pris la subvention de Kinkala. Kinkala, c'est quand même le fief de Parfait Kolela. Vous savez comment Kinkala, ce que Kinkala représente pour Parfait Kolela? C'est le fief de Parfait Kolela, mais on a été humilié à Kinkala. La députation a été donnée à Fila. Si nous étions avec Sassou, on nous aurait donné Kinkala. Si nous étions avec Sassou... Donc aujourd'hui, en fait, quand vous entendez, vous nous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien incestueux entre Kolela et Sassou. Tout est clean. Kolela fait son boulot, Sassou fait le sien. Nous sommes une opposition responsable. Nous avons pris acte de résultat de l'élection présidentielle. Nous sommes une opposition responsable. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes avec Sassou. C'est pour autant que nous sommes avec Sassou. Le Patrick conteste votre réponse par rapport en fait, au député Yuki. Il dit, ben voilà encore une pirouette. Les députés Yuki ont voté pour Isidore Mvuba. Ils ont voté? Peut-être qu'il a... Peut-être qu'il a les preuves qu'ils aient voté pour Isidore Mvuba. Mais moi, je leur ai posé la question, j'étais là le jour du vote, j'étais au palais du Parlement. J'étais là. Le vote, c'est vrai que c'est à bulletin secret. Mais moi, les députés du Yuki m'ont dit qu'ils n'ont pas voté pour Isidore Mvuba. Donc moi, je m'en tiens à cela. Maintenant, si Patrick Mampouya a d'autres éléments,
voilà, il a des preuves. Si vous avez des éléments, donnez-les-nous, parce que ça permettrait... Il a eu la confidence d'un député Yuki qui aurait voté pour Mvouba. Ça, c'est... Voilà, alors il y a Ufrem Dave Mafoula qui était candidat aussi aux législatives dernières. Je pense que vous avez vu même en photo, je crois, vous étiez ensemble à Brazzaville. Il ne s'agit nullement de la justesse de l'opposition qu'il faut chercher, il s'agit de la pureté de cette opposition, et Parfait Kolela est bien l'acteur de la diversion. Son recours à la Cour constitutionnelle, une véritable tromperie. C'est ça, c'est son point de vue. Lui, il est acteur politique. Ouais, il est maintenant patron d'un parti aussi. Oui, oui, mais ça, c'est vrai. Bon, moi, je ne suis pas rentré dans le débat. Oui. Donc, pour vous, ce n'est pas Parfait Kolela qui... Un parti politique, vous savez, un parti, ça c'est... Bon, ça, tout le monde peut dire qu'il y a un parti politique, mais qu'est-ce que son parti politique représente au Congo? Qu'est-ce que son parti politique? Moi, je ne connais même pas son parti politique. Bon, après, il est bon, je sais pas, moi, de temps en temps, je vois ça sur Facebook, mais bon, qu'est-ce que ça représente? Donc pour vous, c'est un parti Facebook. Il pense que Parfait Kolela, c'est un parti Facebook. Il pense que Parfait Kolela, c'est la direction. Mais oui, il est responsable politique. Moi, je ne veux pas trop le juger. Bon, il fait son chemin. Oui. Mais c'est inconcevable de dire que Parfait Kolela, symbolise. Et lui, il symbolise quoi? Lui, il symbolise la vraie opposition. Je ne sais pas, dites-le lui. Il symbolise quoi? Je sais qu'il s'était agité ici, il devait être candidat à l'élection présidentielle, après il s'est retiré. Ça, c'est de la gestion, ça, en permanence. On peut pas... Parfait Kolela, diversion, et Mafoula, c'est... Celui qui fait la vraie diversion, voilà. Diversion, je vais être candidat, après je ne suis plus candidat, je ne sais pas pour quelles raisons, mais bon, ça c'est... Voilà. Alors, restons déjà sur l'initiative, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui réagissent. Alors, il faut quand même faire un calcul simple avec les Zonza. Je comprends très bien que vous soyez, vous, dans une position officielle par rapport au parti, sauf qu'au Congo, aujourd'hui, il y a 151 députés, M. Mvouba a eu 143 voix. Quand on fait le calcul, en fait... On voit bien très bien qu'il y a eu des voix de Yuki pour M. Kolela. C'est le calcul qui a été fait. En fait, si vous avez 151 députés et il a eu 143 voix, donc il en manque combien? À peine... il manque 8. Ça, c'est sont les résultats officiels. Oui. Et vous en avez 9. Mais ça, c'est... Donc, je sais pas quelle est la top. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Franchement, là, vous sortez un chiffre. Si le chiffre est vrai... Après, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est blâmable qu'il y ait quelqu'un de chez Yuki qui ait voté pour Mvouba? Moi, s'il y a quelqu'un de Yuki qui ait voté pour Mvouba, c'est blâmable, effectivement. Moi, politiquement, ça met mal à l'aise qu'un député Yuki ait voté pour Mvouba. Après, je ne sais pas qui a voté pour... Tout à fait, on ne sait pas qui, mais au moins, quand on voit juste les chiffres dans leur globalité. Si les chiffres sont ceux-là, au moins, ça met mal à l'aise, mais bon. Ça a été fait. Je ne sais pas qui a voté pour lui, mais bon, je ne vais pas répondre. Je ne suis pas le porte-parole de chaque. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quand même une top à l'UDH qui est prête à donner sa voix. Non, je ne sais pas s'il faut les appeler par top aussi. Je ne sais pas quelles sont ces raisons. En fait, si les positions sont claires, si les députés avaient reçu des consignes du parti en disant vous allez participer à cette élection. Il n'y a jamais eu, ça je peux vous l'affirmer, c'est fait. Il n'y a jamais eu de consigne de parti pour dire que votez pour X. D'ailleurs, à la base, vous ne votez pas pour X. À la base, on ne savait pas qu'on devait être candidat. Oui. C'est sur place qu'on l'a su. Et vous voyez. Moi, j'étais à l'intérieur de la salle du palais de Parlement. Donc, c'est sur place qu'on a su qu'on pouvait être candidat. Donc, il n'y aurait pas eu de consigne de vote pour dire que ne votez pas pour Mvouba. Maintenant, sur place, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas du côté là où se mettent les députés. Vous savez, dans la salle, tout au fond, là où se mettent les journalistes et les attachés parlementaires, moi, j'étais là. Donc, je ne sais pas s'il y a... Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de consigne de vote pour dire que vous votez pour X. Après, chaque député a pu voter selon peut-être sa conscience. Peut-être qu'il y en a qui ont voté pour Mvouba, je ne sais pas. Mais à ce que je sache, il n'y a pas eu de consigne pour dire que vous votez pour Mvouba. Alors, il faut quand même dire une autre chose, c'est que du côté du PADS, on a plus ou moins clamé ou réclamé. M. Didier Mawel, qui est le coordinateur ici à Paris, nous a dit que du PADS était abstenu. Donc, si le PADS s'abstient, je ne sais pas à quel niveau, pour combien ça, je vous le concède. Mais une chose est sûre, c'est que M. Mvouba a bien bénéficié des voix, ou d'une voix, si vous voulez bien, c'est possible, pour arriver aujourd'hui au mais ça peut arriver, mon frère. Mais vous savez, on peut le comprendre. Dans une assemblée... C'est pas grave et que... Dans une assemblée où... le PCT, archi-majorité, tout ça, plein de trucs. Mais quel est l'intérêt pour vous de voter pour Mvouba finalement? Non, peut-être pas l'intérêt. Si le PCT archi-majorité... Je vais vous dire qu'il n'y a pas de consigne. Après, peut-être qu'il y a eu un député, s'il y a des députés qui ont pu voter de manière... Non, c'est pas un problème de fait. Quand vous votez, on ne sait pas que vous avez voté pour Mvouba. C'est vrai. Donc s'il y a eu des députés qui ont voté pour Mvouba, pour moi, ça ne met pas... Je ne suis pas à l'aise par rapport à ça. Mais après,
C'était leur choix, voilà. Après, je ne sais pas dire qui a voté pour Mfouba, qui n'a pas voté pour Mfouba. Oui. Voilà. Et puis, je crois que je ne vais pas me justifier par rapport à ça. Moi, je ne suis pas député. Et puis, bon. Mais moi, c'est même mal à l'aise qu'un député du UK ait voté pour Mfouba. Personnellement, personnel. Voilà. Ça, je le dis, je ne le cache pas. Voilà, tout à fait. Donc ça, on verra très bien. Alors, par rapport aux résultats, en fait, au niveau des locales, quels sont aujourd'hui les résultats pour UK, en fait? Quand on prend les grandes villes, peut-être aussi à l'intérieur du pays. Oui, en tout, nous avons eu 32 conseillers. De Ouesso à Pointe-Noire, en passant par Brazzaville, nous avons 32 conseillers. Et donc, à Ouesso, est-ce que par rapport à... c'est vrai que l'UDH qui n'existait pas avant. Ouais. Donc déjà, pour vous, c'est une bonne base. C'est une bonne base pour un parti. Entre Pointe-Noire, déjà, les deux grandes villes, comment ça se repartit sur ces 32 conseillers? Non, en tout cas, à Pointe-Noire, ça a été une catastrophe. On sait pas, déjà, on n'était pas encore bien assis, parce que le parti venait d'être... Vous savez, il y a eu des divisions avec le MCDD, donc les anciens cadres se sont partagés, les autres sont partis à l'UDH, les autres sont partis au MCDD, les autres sont partis à la DECD. Donc à Pointe-Noire, ça a été vraiment une catastrophe. À tel point qu'on n'a eu aucun conseiller à Pointe-Noire. Dans le conseil, nous avons eu dans le Grand Niaré, nous avons eu au nord du pays, et puis à Brazzaville. En tout, nous avons 32 conseillers. À Brazzaville, nous en avons 15. Donc 17 à l'intérieur du pays. Oui. Alors, juste pour terminer, enfin pas terminer, mais comme nous suivons avec ce que nous disent les gens qui sont en ligne, qui estiment que, bon, sur cette affaire d'élection, c'est vrai qu'on s'ennuie en votrigène, mais au moins, ce qui est surprenant, c'est de comprendre aujourd'hui, quand on fait les calculs, c'est ce que dit Gilles Wangou, c'est ce que dit aussi Roll Banda, que finalement, en fait, les yukistes sont plus ou moins, je dirais, la face cachée de ce que pourra apporter de l'eau au moulin du PCT, notamment mais non, au niveau du Parlement. Non, s'il vous plaît. Il y aurait eu de l'eau au moulin si Mfouba, par exemple, avait besoin de nos voix pour qu'il soit présent. Par exemple. Pourquoi Je comprends. Mais oui, c'est pas nous qui avons fait que Mfouba soit président de l'Assemblée. Oui. Donc c'était avec nous sans nous. Après qu'il y ait un député qui se dit que bon, je peux me prendre la tête, je sais pas. Moi, franchement, comme il a dit, je suis même à l'aise, mais c'est pas nous qui avons fait que Mfouba soit président de l'Assemblée. C'était déjà quelque chose. Dès lors qu'il s'était présenté candidat, c'était acquis que celui qui serait président de l'Assemblée. Donc il n'y a pas une question. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous n'avez pas de groupe parlementaire, mais vous avez quand même, du point de vue de l'opposition, le groupe le plus important. Oui. Est-ce que vous avez des propositions concrètes dans cette mandature, en fait, pour que les choses puissent avancer sur le plan démocratique, peut-être? Mais là, les propositions vont se faire. Mais là, c'est pas à moi Quelle est la priorité? Quelle est la priorité selon vous, en fait, quand on voit peut-être au niveau du parti? Quelle peut être la priorité aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, s'il y a une priorité pour nos députés, c'est de demander qu'il y ait un dialogue national dans notre pays, qui cesse le martyre de la progression du peuple. Oui. Je crois que le président de l'Assemblée, donc, il ne faut pas faire parler, a déjà amorcé dans ce sens en parlant d'un possible dialogue pour que la paix et la stabilité puissent être de mise dans le département du pôle. Je crois que c'est le plus important pour les députés du Yuki, absolument. C'est de demander qu'il y ait la paix dans le pôle, et puis pour le Parlement, il y a les histoires de fonds monétaires internationaux. Bon, moi, je pense que ça, pour moi, ça c'est secondaire par rapport à ce qui se passe dans le pôle. Je crois que la priorité pour l'instant, c'est de tout faire pour que la paix et la stabilité reviennent dans la région du pôle. Alors, il faut aussi dire les choses clairement. Il y a Jean-Larquet Dubois-Frémigé, qui est du côté de l'Italie, je pense, membre de Yuki, qui apporte la précision suivante, que le bulletin blanc est compté en faveur du seul candidat. Donc, ça devient quand il y a blanc, c'est apparemment, selon lui, arrêter la diversion. C'est le règlement du Parlement qui est comme ça, en fait. Donc, c'est le règlement qui fait que même quand il y a... Mais il faut bien le dire pour que les choses soient claires. Donc, quand il y a, selon ce que nous dit, non pas vérifié, mais bon, nous accordons quand même, je dirais, un intérêt particulier et du crédit à ce que dit ce monsieur, tout en sachant qu'il est aussi militant actif de l'UDH Yuki, donc c'est bien... Mais les militants, ils sont rationnels. C'est pas parce que les militants de Yuki qui viendraient... Non, mais il faut toujours le préciser pour bien comprendre les choses. Alors, on arrive sans doute vers la fin de cet entretien, Henri Zonza. Aujourd'hui, en fait, quel va être l'avenir pour vous de l'UDH Yuki dans le paysage politique congolais qui est quand même en pleine recomposition? Parce que demain, s'il y a dialogue, ceux qui sont en prison aujourd'hui sortiront. Ils chercheront aussi à occuper sans doute les premières places ou les places qu'ils auraient perdues. Quel va être en fait aujourd'hui, votre espace par rapport au projet qui est le vôtre dans cette recomposition politique congolaise qui va arriver avec le dialogue? C'est-à-dire, nous, dans le jour à venir, enfin, on a déjà commencé à amorcer le processus d'installation de toutes les structures sur le plan national, et puis on va le faire aussi au niveau de la diaspora. Nous, le problème, c'est de continuer à bénéficier de la confiance du peuple et de la base électorale. Je crois que vous avez vu ce qui s'est passé à Brazzaville quand il y a eu les élections législatives.
quelle ferveur, la ferveur populaire. Les gens croyaient qu'après l'élection présidentielle, après une série de calomnies de gauche à droite, que la cote de Parfait Kola devait baisser. Mais les élections législatives de juillet 2017 ont montré que Parfait Kola avait encore la cote. Et nous allons avec son bâton, là, c'est un peu bizarre. C'est pas un problème, c'est pas un problème de bâton. Un peu mystique aussi. Non, il n'y a pas de mysticisme dans tout ça. C'est le message que Parfait Kola. Est-ce qu'on c'est le message d'espérance Josué ou bien il est passé? On l'appelle encore Josué. Parce que Parfait Kola, il a un message d'espérance pour le peuple congolais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cristallise une possible alternance démocratique dans notre pays. Et c'est en cela que les militants sont toujours derrière lui. Et nous allons tout faire pour que les militants continuent de faire confiance, pour que demain, nous puissions aller vers des victoires possibles. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Parfait Kolela a une communication plus ou moins chaotique? C'est-à-dire que chaque fois qu'il est sorti, se propose toujours interpréter de telle manière, parfois qu'il est obligé de se justifier pour dire... Moi, je dirais, c'est peut-être lui qui a peut-être une avance sur le temps. Enfin... Oui, je dirais qu'il a peut-être une avance sur le temps. Il est souvent incompris parce que Parfait, c'est un grand visionnaire. C'est-à-dire souvent, quand il dit des choses, au début, les gens ne le comprennent pas, mais c'est après qu'ils comprennent qu'il avait raison. Sur plein de choses. Et quand il dit que... vous savez, il y a un moment où le président Parfait avait demandé à l'opposition que l'opposition puisse se réunir autour d'une convention nationale de l'opposition pour aborder à fond le problème du dialogue national inclusif. Il a été attaqué par tout le monde. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? Cette convention ne s'est plus tenue. Et on n'a pas pu faire une forte pression autour du pouvoir pour obtenir un dialogue inclusif. Est-ce que vous voyez? Or, à l'époque, si les gens avaient suivi Parfait Kola dans sa logique d'organiser une deuxième convention de l'opposition comme ils le voulaient, peut-être les choses auraient bougé. Alors, est-ce que pour vous, il est le leader naturel de l'opposition? Mais bien sûr, ça s'impose. Il n'y a même pas. Donc, les autres doivent se fasser? Non, il n'y a pas. Enfin, s'il est le leader naturel, c'est que les autres non. Moi, je pense que l'opposition peut être multiple, comme ici, en France, où vous avez le Front National, vous avez les Républicains. On n'est pas obligé d'avoir un seul leader au niveau de l'opposition. Oui. Il peut y avoir 4 leaders. Mais tous aspirent à quoi? Tous aspirent à une alternative démocratique dans notre pays. C'est ça le plus important. Donc, on n'est pas obligé d'avoir Koila comme seul leader de l'opposition, ou bien Mouna comme celui de l'opposition. Chacun travaille de son côté, mais nous avons le même but. Le but que nous avons, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une alternative démocratique dans notre pays. Et puis on verra le moment venu, peut-être dans 2 ans, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on pourra faire des alliances autour d'un projet cohérent, crédible, novateur et pertinent. Mais ça pourra venir dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans. Oui. Donc nous sommes en démocratie, donc il faut accepter qu'il y ait en même temps, qu'il y ait plusieurs courants de l'opposition, bon, même s'il y en a qu'on appelle l'opposition radicale, l'opposition modérée, mais nous sommes tous de l'opposition. Voilà, vous êtes tous de l'opposition, on va peut-être voir que les questions continuent à fuser, nous arrivons quasiment à la fin, je vais les lire rapidement et puis vous verrez quels éléments de réponse vous pouvez apporter. Monsieur Henri Blaise Nzonza, il y a Virginie Loubello qui pose la question. Êtes-vous sûr que cette assemblée est crédible pour résoudre le problème du pool? Je ne sais pas s'il faut parler de crédibilité. Est-ce que pour résoudre le problème du pool, l'assemblée peut être crédible? Pourquoi elle ne serait pas crédible? Tout ça, c'est un problème de volonté politique. Si aujourd'hui, on veut régler cette affaire du pool, on la réglera. La volonté de qui finalement? De tous les acteurs, d'abord du gouvernement. D'abord la première volonté. Puisqu'aujourd'hui, tout tourne autour de sa personne. La première volonté, c'est d'abord les autorités du pays. Donc, parce que ce sont les autorités du pays qui ont la clé. Le président de la République. Parce que ce sont les autorités du pays qui ont la clé. C'est eux qui peuvent amorcer plusieurs mécanismes. Le président Parfait Koila a fait beaucoup d'initiatives. Il a fait des propositions. Ils avaient proposé que les notables du pool puissent se retrouver à Kinkala, qu'ils envoient des émissaires aller chercher une Toumi, qu'ils fassent venir une Toumi à Kinkala. Et puis tout ça, c'était proposé. Il a reçu un refus. Voilà. Mais a-t-il un contact aujourd'hui avec Ntoumi, puisqu'on sait quand même que c'était son conseiller pendant la campagne présidentielle? Mais pourquoi il aurait des relations avec je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que cette crise est arrivée, est-ce qu'il arrive quand même... Non, il n'a pas de contact avec Ntoumi. Voilà, il n'a pas de contact avec Ntoumi, vous le dites. Alors, il y a les résidences Edgar Kokolo et fils. Parfait Kolela, je suppose. Il n'a aucun message, mais il est le leader, dit-il, des originaires du pool et basta. Quel raccourci? Franchement, ça c'est un raccourci maladroit que j'appellerais ça. Il n'est pas leader Mais je vous dis que Lydia Chouki a obtenu 32 conseillers, dont 15 à Brazzaville.
Le reste, c'est dans le nord du pays, à Ouesso, dans le Grand Niari. Et puis, donc c'est pas seulement... On ne peut pas l'enfermer que... On peut pas l'enfermer. Mais juste sur 31, il y a 16 à Brazzaville. Oui. Au Pouls, on n'a pas... Donc le reste, c'est à l'intérieur du pays. Et puis même, vous savez, aujourd'hui, le leader Yuki, c'est le seul parti aujourd'hui qui a un fonctionnement qui permet à tous les originaires, par exemple, du pays, d'être représentatifs dans le parti. Quand vous avez le président Parfait Kola, après vous avez des vice-présidences dans chaque province, dans chaque vice-présidence, ce n'est pas du cas du Pouls. Quand vous avez le vice-président Ngouak qui est à Ouesso, il n'est pas du Pouls. Ou bien Mbouabanaga qui est dans le Grand Niari, il n'est pas du Pouls. Donc ça, je crois que c'est un raccourci. Voilà, un raccourci, je pense que vous direz peut-être la même chose de Lise Laurent qui dit c'est n'importe quoi, Kolela a un traître, il est le fils adoptif de Sassou. Bon, enfin, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais bon. C'est rigolo ça. Voilà. Les gens qui n'ont rien à dire. Voilà, et Eliade Kibangu Mbungu, est-ce que Parfait Kolela était membre de l'accord de l'opposition avec Mokoko au départ? Oui. Oui. Après, il en est sorti. Voilà. Non, il n'en est pas sorti. Il en est sorti comment? Enfin, mais puisque... Mais il n'y avait pas d'accord, il y avait une charte de l'opposition. Oui. Qu'est-ce que disait la charte de l'opposition? Que le candidat de l'opposition qui sera en tête, parce que nous on supposait qu'on devait aller au deuxième tour, parce qu'il faut lire aussi l'esprit de la charte, oui. Que le candidat de l'opposition qui sera en tête du premier tour, tous les autres vont se ranger derrière lui. C'était l'esprit de la charte, c'était tout. Mais il n'y a jamais eu un accord sur comment on fait pour soit saisir le conseil constitutionnel. Voilà. Est-ce que vous estimez que Parfait Kolela a été trahi par les autres? Puisque si vous supposez qu'il était le premier qui arrivait en tête, on n'a pas senti vraiment un engouement. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat qu'il était en tête, deuxième. Ça, c'est quoi pour moi, c'est un débat dépassé. Moi, je ne parlerai pas de trahison. Chacun a eu sa lecture des résultats de l'élection présidentielle. Oui. Chacun a eu sa ligne de conduite après la publication de l'élection présidentielle. Et nous avons notre ligne de conduite. Il y en a qui ont fait leur lecture aussi, qui ont leur ligne de conduite. Mais moi, je ne dirais pas que c'est des traîtres. Je ne parlerai pas des traîtres. Ils ont raison d'opter pour une position où ils ne reconnaissent pas le pouvoir de Sassou. Ils ont raison. Et nous disons que nous avons bien fait de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et puis nous faisons notre chemin. Voilà, il y a plein de questions arrivées de nos âges. Je pense qu'on va continuer en fait cette discussion en ligne sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà férus dans cette activité de répondre sur Facebook. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes vous interpellent et vous aurez l'occasion de repartir sur le profil de Zena TV pour répondre des questions aux autres. Je suis désolé de ne pas donner ou lire toutes vos questions, mais vous avez bien vu qu'elles sont nombreuses et importantes. Je voudrais vraiment remercier Henri Benzouaza qui a fait ce déplacement. C'est moi qui vous savez, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a plus vu ici à Paris. J'ai juste un petit message. Allez-y. À l'endroit des militants et sympathisants qui soutiennent le président Guy-Brice Parfait Kolela, qui sont effectivement au niveau de la diaspora, je leur dirais que d'ici 2 à 3 semaines, nous allons amorcer le processus de mise sur orbite de notre parti au niveau de la diaspora. Donc nous allons mettre les structures de l'UDH ici à Paris. Ça sera la même chose en Italie, à Londres et aux États-Unis. Notre parti va continuer à grandir comme c'est déjà le cas à Brazzaville. Et je demande à tous nos militants de continuer à faire confiance au président Parfait Kolela, qui ne nous trahira pas, qui est resté constant, qui n'a pas changé de ligne directive politique. Et je pense que l'avenir nous appartient. Voilà le message que j'avais à transmettre aux militants du Yuki. Voilà, donc je pense que le message est reçu 5 sur 5 par les militants de Yuki et même par d'autres qui veulent adhérer. Ceux qui peuvent vous accompagner dans ce projet peuvent aussi le faire. Encore merci, puisqu'on n'a pas entendu depuis plusieurs mois, depuis votre départ. En fait, les 9 mois que vous avez passés au Congo nous ont privés d'une voix officielle de Yuki et de Parfait Kolela. Merci d'avoir accepté, parce que c'était quand même une épreuve, puisqu'on vous attendait. Vous avez bien vu que la virulence et les questions ont été là. Les gens ne se sont pas privés pour vous interpeller. C'est la règle du jeu. Donc voilà. Et c'est sans doute aussi l'intérêt qu'il porte à votre leader et peut-être aux idées que vous mettez en promotion aujourd'hui. Encore merci à toute l'équipe. Merci à vous qui avez été si nombreux à nous suivre. Merci à Noko Kumunga Koso, toute l'équipe de Zena TV, Bédel Baouna, Anthony Mouyungi, Alexis Passi et vous aussi nombreux à attendre ce programme. Nous nous retrouverons dimanche prochain. Entre-temps, portez-vous bien, surtout passez une bonne semaine. Au revoir.